L'une des dernières de notre session, en tout cas cette année. Merci de me dire si le son fonctionne bien. Bon, apparemment, oui, tout fonctionne bien. Le thème de ce soir, c'est les questions de l'identité juive. Alors c'est un cours qui va un petit peu se superposer à certaines choses qu'on a déjà vues à travers cet autre sujet. Faut-il croire à quelque chose pour être juif? Il y avait un aspect identitaire. On va essayer évidemment de pas trop se répéter, de voir d'autres choses. En fait, il va y avoir deux grandes parties à ce cours. Une partie, effectivement, on va reprendre certains contenus historiques qui vont nous faire recroiser des choses qu'on a déjà vues, mais on réinsistera pas trop sur certains aspects. On essaiera d'en voir d'autres aussi. On réinsistera sur les éléments les plus importants. Et puis une deuxième grande partie qui donnera vraiment sa saveur particulière à ce cours, c'est de la lecture de textes, de différents textes d'auteurs contemporains, enfin 19e, 20e et contemporains, qui expriment différents aspects, les questions de l'identité juive. Le mot question est aussi important que le mot identité. Le mot identité étant lui-même piégeux, on le sait, il ne suffit que de se rapporter à l'actualité pour voir combien, dès qu'on parle d'identité, juive ou autre, ce sont des questions piégeuses. J'aime bien d'ailleurs toujours partir de cette notion purement mathématique qui distingue entre l'identité et l'appartenance. L'identité, c'est quand un élément A, petit a, est égal à un autre élément B. Donc quand il s'agit de quelque chose d'identitaire au sens humain, ça voudrait dire que être quelque chose, c'est être collé, être parfaitement identifié à un contenu, à je ne sais quoi, ce qui pose évidemment tout de suite le problème. Alors on va essayer d'éteindre les vidéos. Voilà, merci. Et l'appartenance, c'est autre chose. C'est quand de manière purement mathématique, encore une fois, mais ça clarifie les concepts. C'est quand un élément appartient à un ensemble, donc à quelque chose d'un degré logique différent. Et ne serait-ce que cette simple distinction entre identité et appartenance, déjà fait respirer la problématique de manière un petit peu plus large. Encore une fois, ce qui est important dans le titre, c'est plutôt le mot question que le mot identité. Alors, dans cette partie historique, on va reprendre certains contenus bibliques. On va voir évidemment la conception de la judéité selon les Tanaïm, qui ont dû imaginer de fait des processus de conversion. Il n'est pas de meilleur endroit que les processus de conversion pour essayer de déterminer et de cadrer en tout cas ce qu'on attend de quelqu'un qui rejoint le peuple juif, à quelque titre que ce soit. Et puis ensuite, on passera donc dans cette partie plus littéraire, assez savoureuse, je dois dire, avec nos auteurs de Philippe Roth, en passant par Edmond Flegg et bien d'autres. Donc on va peut-être commencer avec une réflexion assez intéressante de Manitou. Manitou Léon Ashkenazi, immense transmetteur dans les années 40-50, qui a reconstruit toute une génération pratiquement d'enseignants juifs, qui a été l'un des maîtres de Lévinas, on le sait, en tout cas un contemporain, mais il était de cette même époque, qui distingue de manière traditionnelle un peu quatre strates différentes identitaires, qui sont en fait des phases évolutives dans la Bible, c'est-à-dire que, on le sait, la Bible commence de manière extrêmement universelle par le récit de la création du monde. Elle parle de la création de l'homme qui se répand à la surface de la terre après la dispersion de Babel, en formant des peuples, donc des entités collectives. Et bien sûr, le récit biblique, on le sait bien, se resserre sur une famille en particulier, qui est celle d'Abraham, et qu'elle va ne cesser de suivre de manière de plus en plus précise, avec une pensée. Manitou aime bien utiliser le terme de bifurcation. Il y a des bifurcations à chaque époque, souvent incarnées par des personnages qui affinent progressivement l'identité d'Israël, de ce qui va devenir l'identité juive. Mais c'est toujours intéressant d'avoir en mémoire les quatre strates qu'il distingue. La première strate, c'est, alors je vais peut-être les nommer, comme ça va nommer la perspective générale, et après on va revenir sur chacune d'elles. Il y a la perspective de Shem. Shem est un personnage biblique, bien sûr, qui a donné le nom sémite. Ensuite, il y a la perspective de Ivri, qui veut dire hébreu, en hébreu, donc incarné par Abraham, qui est le personnage à être appelé hébreu, justement, dans la Bible, donc la constitution d'une identité hébraïque, d'une civilisation hébraïque. Ensuite, il y a le mot Israël, qui est surtout incarné par ce vocable Béné Israël, les fils d'Israël, donc une identité
israélites, on parle dans toutes les odes des Israélites, des Béné Israël, et puis une quatrième strate, d'ailleurs historiquement bien postérieure, Yehudi, juif, qui vient du personnage de Yehuda, mais on en verra justement le double sens intéressant. Alors la première grande bifurcation dans cette humanité qui est appelée à participer au projet divin de Tikkun Olam, à la réparation du monde, à partir du moment où l'homme est créé, eh bien il y a effectivement une spécification de certaines civilisations avec les trois fils. Les trois premiers grands frères, Shem, Ham et Japhet. Shem qui va de fait donner le nom sémite, duquel les Hébreux seront issus, mais aux côtés d'autres peuples, bien sûr, de Ishmaël et de d'autres personnages bibliques qui eux-mêmes sont éponymes en quelque sorte de peuples. Ce qui est intéressant, c'est que la première tripartition, selon la Bible, il ne s'agit pas effectivement de quelque chose d'historique, c'est quelque chose qu'il faut questionner et étudier. C'est d'ailleurs pas ce qu'on va faire ce soir, mais en tout cas, on va juste le mentionner. C'est intéressant comment la Bible conçoit différentes bifurcations, grandes bifurcations dans l'humanité et dans la manière d'envisager le rapport au monde et la construction d'une civilisation. Il distingue Ham, qui est selon la Bible l'ancêtre de tous les peuples qui vivent plus au sud. On pourrait dire les peuples africains, mais c'est complètement anachronique parce que la Bible ne détaille pas à ce degré géographique. Ham, on le sait, veut dire la chaleur, l'émotion, donc quelque chose qui serait régi par une nature humaine éminemment relationnelle, on peut le dire. Le personnage de Ham n'est pas très valorisé dans la Bible, puisqu'il dénude la nudité de son père, mais en tout cas c'est une possibilité de l'humanité que de chercher à incarner des émotions et à construire des civilisations extrêmement basées sur le relationnel, que ça soit vrai ou pas, encore une fois, par rapport à notre savoir aujourd'hui. Le deuxième frère, c'est Japhet, qui veut dire Yofi, Yafé, construit sur la racine de beauté, qui pour la tradition va incarner la civilisation grecque, là aussi dans une généalogie très spécifique à la Bible, mais ici c'est le rapport à l'esthétique qui est valorisé, un rapport au monde fondé sur l'esthétique qui va représenter effectivement pour les rabbins à la fois le génie de la Grèce et aussi le danger de la Grèce. Et Shem, dont on sait très bien, alors on parle ici de personnage, mais si l'on s'attache au mot lui-même, le mot Shem veut dire mot précisément, et donc plutôt un rapport au symbolique. Donc entre l'émotion, le symbolique et l'esthétique, on voit déjà qu'il y a une tripartition de valeurs qui est imaginée par la Torah, et en tout cas par la manière dont la tradition va commenter cette Torah, et évidemment, à travers ce personnage de Shem, on devine combien déjà l'importance du langage, l'attachement au symbolique, en tant qu'il charrie quelque chose du monde, en tant évidemment qu'il fait écouter une parole, et le judaïsme va complètement développer cette dimension de la parole divine, donc le monde est, ça c'est certain, mais le monde parle aussi. En tout cas, quelque chose ou quelqu'un nous parle à travers le monde, et on reconnaît évidemment toute cette filiation intellectuelle et spirituelle qui va être développée par la tradition. Donc une première tripartition, une première bifurcation humaine intéressante. La deuxième strate que distingue Manitou, là je cite à la fois et je commente un petit peu Manitou, tout ce que je dis là n'est pas forcément issu de Manitou, mais en tout cas c'est en suivant sa trame à lui, c'est le choix de Ivri. Ça va être le choix d'Abraham, qui est le premier homme à être appelé Ivri, qui vient d'un passage Éver. Éver, alors c'est un personnage biblique aussi, un des ancêtres d'Abraham, et le mot Éver veut dire, comme on le sait, le passage. Donc le Ivri, c'est celui qui passe, alors qui passe de toute manière tout à fait géographique, on va dire historique, qui passe les frontières, quand Jacob va revenir de chez Lavan et va revenir sur la terre de Canaan, donc il va quitter la civilisation de Lavan. Il y a ce fameux passage, justement cette nuit, où d'ailleurs Jacob va lutter. Et puis, selon l'excellent mot d'André Neher, Éver, c'est aussi le passeur, c'est celui qui passe, mais c'est celui qui passe des contenus, qui passe de génération en génération. Alors, ce Ivri, cette identité hébraïque, est éminemment incarné par Abraham, comme je le disais, qui est le premier personnage à être appelé Ivri.
et qui exprime pour la Bible les premières préoccupations justement identitaires, on pourrait dire, à travers une multitude de versets. Je vais simplement en citer un, qui pose bien justement à minima la dualité de cette identité hébraïque en train de naître. Premier verset tiré de la Genèse 17:2 qui dit Ve'etna, c'est donc Dieu qui parle à Abraham, Ve'etna briti, et je donnerai mon alliance béni uventra entre toi et tes fils, Ve'arbe otra meod, et je te ferai fructifier, je te multiplierai à l'infini. C'est la première définition extrêmement minimale de l'alliance. On ne parle pas encore de contenu, on ne parle pas a fortiori de contenu spirituel, mais c'est une alliance de multiplication et de fructation du peuple. Donc il y a une racine, en tout cas au niveau du peuple, et cette bénédiction par laquelle va passer Abraham, parce que c'est une autre promesse qu'il fait, à travers toi passera les bénédictions de toutes les nations. Un autre verset tiré de 17:7, juste après la première citation, Akimoti et Briti, je maintiendrai mon alliance béni uventra entre toi et tes fils, donc déjà c'est quelque chose d'orienté vers le futur, uven zaracha, et de ta semence. Alors on se traduit par race, c'est toujours quelque chose qui écorche un petit peu l'oreille, mais zera, en tout cas c'est une semence, donc on parle bien de filiation ici biologique, uven zaracha acharecha les dorotam, et dans ta semence après toi pour les générations, les Brit Olam, pour une alliance éternelle, Liot Lechal Elohim, pour que tu sois ton Dieu, pour que je sois ton Dieu, ou les Aracha Acharecha, et pour tes fils après toi. Et donc là, on voit bien qu'on oscille dans ce verset, où il y a abondance de termes de filiation et abondance de termes spirituels aussi. On oscille constamment entre une définition du peuple en tant que Zera, qu'il s'agit de multiplier, donc il y a bien cet aspect filiationnel extrêmement important dans la promesse faite à Abraham, mais aussi un contenu spirituel qui est celui de l'alliance pour que vous soyez, pour que je sois votre Dieu. Et toute la Bible va constamment osciller entre une conception purement spirituelle et une conception purement filiationnelle. En fait, elle va maintenir les deux. C'est bien de cela qu'il s'agit dans la notion d'alliance. Et on avait vu, je crois, dans le cours précédent, combien cette alliance liait les générations, y compris je commets cette alliance avec vous qui êtes ici, et tous ceux qui ne sont pas ici. Donc il y a une sorte d'engagement, évidemment, qui pose question, mais qui constitue toute la force de cette promesse faite à Abraham. Donc là, on est au niveau d'une deuxième strate, d'une deuxième bifurcation faite par Abraham. On avait vu aussi combien le personnage d'Abraham incarne un choix civilisationnel par rapport à l'autre grand personnage de son époque, qui est Nemrod. Nemrod et Abraham, ce sont les deux modèles civilisationnels qui se pose après le déluge. On sait que Nemrod, qui porte en lui cette racine Mered, la rébellion, incarne justement l'espoir d'une civilisation purement humaine, purement technicienne, qui cherche à se détacher de ce Dieu qu'il estime cruel pour avoir détruit le monde après le déluge, qui donne le projet de Babel, dont on sait qu'il est destructeur de toute humanité à travers une idéologie de la langue unique, Big Brother pourrait-on dire, avant la lettre, et qui donne lieu à une dispersion, qui est à la fois factuellement une punition par rapport à l'épisode de Babel, mais qui est profondément en fait une bénédiction à travers la dispersion des langages, tout simplement parce que la multiplicité des langages permet la traduction et donc les échanges interculturels. La tradition n'a cessé d'insister sur le fait que cette dispersion est en fait plutôt une bénédiction qu'une malédiction. On avait, je pense, consacré quelques commentaires à cet épisode de Babel. Donc on voit bien qu'avec Abraham, on est effectivement dans un choix de civilisation qui fortifie le choix précédent de Shem, le choix du symbolique, l'Ech Lecha. Abraham, effectivement, met toute sa vie en dépendance par rapport à un déplacement initial, un arrachement initial à cette autre civilisation technicienne qui était Our en Chaldée, les Babyloniens, pour accepter de mettre sa vie sous le couvert du langage, sous la promesse du langage, dont les fruits ne sont absolument pas encore concrets, mais d'accepter de mettre en dépendance sa vie par rapport à des faits de langage, par rapport à des promesses, par rapport à des choses encore
encore à ce stade-là immatériel. Donc c'est un renforcement du choix quelque part symbolique de Shem. Le troisième niveau, c'est bien sûr celui d'Israël, où là on le devine à travers ce seul mot, combien on est plus précis. Alors Israël, ce qui est important, c'est que c'est d'abord un personnage, c'est bien sûr le personnage, la manière dont est renommé Jacob après le combat avec l'ange, et puis les fils de Jacob, renommés Israël, vont donc s'appeler les Béné Israël, les fils d'Israël, les fils de Jacob, et vont constituer cette identité israélite. Alors, dans le changement de nom, déjà, il y a de nombreuses leçons qui sont nourricières d'une identité, de cette identité hébraïque et maintenant israélite. On sait qu'il y a plusieurs étymologies données à Israël. C'est d'abord Yassar El, tu as lutté contre Dieu, c'est ce que lui dit l'ange à l'issue du combat, parce que tu as lutté contre Dieu, tu seras dénommé désormais Israël, où on voit donc un côté lutteur d'identité, une sorte de volontarisme déjà implicite dans cette manière d'être nommé. On sait que l'un des fruits du combat aussi, c'est la claudication de Jacob, qui claudique. Alors là aussi, il y a de magnifiques commentaires pour dire qu'il ne s'agit pas d'une infirmité, mais au contraire peut-être d'une chance, parce que quand on claudique, on a justement une vision plus latérale de la réalité. C'est pas le judaïsme, c'est pas une série de lignes droites, c'est effectivement plutôt d'alternatives, d'alternance, de contradictions, et on sait combien la contradiction est un moteur et une chance. Donc à travers la claudication, de la même façon, plus tard, c'est intéressant, parce que tous les grands personnages ont une infirmité. On sait que Moïse bégayait, et donc à travers la répétition du langage aussi, on ne répète jamais exactement la même chose, donc il y a aussi une sorte de bénédiction, c'est jamais la répétition du même. Donc cette claudication, le fait que Moïse soit bègue, sont des éléments aussi quelque part aussi constitutifs de l'identité hébraïque, si on les prend évidemment à un niveau plus spirituel que la simple notification corporelle. Donc il y a Issar El, tu as lutté contre Dieu, c'est l'une des premières étymologies. Et puis il y a aussi Yachar El, droit devant Dieu. Yachar, Yeshira, c'est la notion de droiture, tout simplement parce que Jacob, qui portait en lui quelque chose de courbe, quelque chose de tordu, c'est bien ce que veut dire Akov. Akov veut dire quelque chose de courbe, quelque chose qui ne se présente pas de manière complètement droite. On le sait, il avait extorqué la bénédiction, il avait des choses quelque part à racheter, on pourrait dire. Donc il y a une côté de rédemption. Redresser les choses tordues, ça fait aussi partie de l'identité spirituelle, de cette identité israélite en train de se constituer. Les commentateurs abondent dans ce genre de commentaires. Et donc on voit bien d'ailleurs avec ces deux simples explications, il y en a d'autres, combien cette identité s'enrichit d'une notion spirituelle qui est la participation au tikkun olam, à travers le redressage, on pourrait dire, de ce qui est tordu, le redressage des torts. Voilà, redresser quelque chose du monde, c'est certainement un des allants, une des dynamiques hébraïques à l'œuvre. Et puis ce côté combatif, ce côté volontariste de l'identité israélite en train de se construire à travers le personnage de Jacob, dont les fils, encore une fois, vont s'appeler les Bnei Israël. Et c'est cette identité qui va se déployer notamment dans tout le livre de l'Exode. Le peuple, Am Israël, alors c'est vrai que dans la Genèse, on n'est pas encore au niveau du peuple, on est encore dans une mishpoch, comme on dirait, d'une famille, hébraïque israélite. Il va y avoir une solidification plus précise à chaque fois. Quand ce peuple, quand cette famille devenue grande sort d'Égypte, elle constitue un peuple, Am, qui rappelle la racine im, avec. Donc là, il y a une agrégation humaine qui vit un événement commun et qui se conçoit un destin commun. Et donc il y a une solidification de cette identité israélite qui, en plus, après, confronté aux empires, Amalek en particulier, les Égyptiens vont s'agréger de plus en plus de manière cohérente. Et puis, je reprends ici le fil de la réflexion de Manitou, donc après Shem, après Sémite, après Ivri, hébreu, hébraïque, et après Israël, israélite, il y a Yehudi, juif, juive,
c'est la manière dont on dit en hébreu le mot juif Yehudi, qui vient effectivement là aussi d'une double référence tout à fait intéressante qui multiplie les arbres en quelque sorte, qui élargit quelque plus les arbres identitaires. Yehuda, c'est tout d'abord un personnage, c'est le 4e fils de Léa, on le sait, qu'elle donne à son époux Jacob, qui vient juste après Lévi. Et il y a une opposition entre Juda et Lévi tout à fait intéressante du point de vue identitaire, de ce qu'il représente en tout cas. Et puis il y a le Yehudi, habitant du royaume de Juda, et là on est dans une notion historique beaucoup plus politique, absolument différente. Je reviens sur la première possibilité d'interprétation, Yehuda par rapport à Lévi. Lévi, on le sait, Léa est un peu l'épouse délaissée de Jacob, elle cherche à avoir des enfants pour s'attacher son mari, et les deux premiers, elle n'y réussit pas, et le troisième fils, Lévi, qui est rattaché à la racine Lévaïa, accompagné, créer un lien, elle dit « Ah, ça y est, cette fois-ci, après le troisième fils qu'elle nomme Lévi, mon époux va m'être attaché. » Donc Lévi, c'est intéressant, c'est la dimension d'attachement, c'est la dimension de l'intériorité, l'identité au sens de quelque chose d'intérieur. De fait, c'est lui le porteur de la Torah, qui représente quelque part l'intimité spirituelle d'Israël, ce qu'il a de plus propre. Là où Yehuda, qui dérive de la racine léodote, remercier, toda en hébreu, merci, léodote le verbe, et puis cette fameuse phrase que l'on récite, le premier mot que l'on récite le matin en se levant, modé ani, moda ani pour les femmes, je suis reconnaissant. Donc la notion de merci, de gratitude, de reconnaissance, au cœur même du nom de Yehuda, ça dit beaucoup de choses aussi évidemment de l'identité hébraïque que la tradition cherche à faire émerger. La réflexion de Léa à ce moment-là est tout à fait passionnante. Elle dit « Ah, ça y est, je suis dédouané quelque part de l'enfantement. » Comme si, d'abord, en tant que femme, en tant qu'expérience de femme qui met au monde, il y avait une sorte de fatigue bien légitime, 4 fils en très peu de temps, et qu'elle se sentait autorisée à ne plus devoir enfanter dans une espèce d'obsession. On sait que par rapport, il y a une obsession de l'enfantement, évidemment, parce qu'il s'agit d'installer le peuple, mais Yehuda, c'est du coup la dimension du relief, on pourrait dire en anglais, de quelque chose qui se calme à ce moment-là, qui dédouane de l'obsession, de l'attachement, justement. Autant Lévi essaye et la dimension de l'attachement intime, autant Yehuda est porté vers l'extérieur et vers plus de paix, on va dire. Et de fait, Yehuda, en tant que personnage, incarne la force politique d'Israël. C'est celui qui ne cesse de sortir de la famille pour tenter des expériences du côté de Shrem, avec cette fameuse épisode de la prostituée. C'est celui qui, en cas de conflits internationaux, comme il aura à en connaître à travers le conflit avec l'Égypte et le pharaon et son premier ministre qu'il n'a pas encore reconnu comme son frère Joseph, tout le monde connaît cette histoire fameuse, c'est celui qui intervient, c'est celui qui fait un pas en avant pour défendre la cause d'Israël mais de manière extérieure. Et donc il y a une dualité identitaire extrêmement intéressante entre Lévi et Yehuda, Lévi manifestant l'intériorité, peut-être cachée d'Israël, en tout cas intime, propre, et Yehuda qui incarne la dimension d'extériorité, d'extériorisation sociale, politique, géostratégique, pourrait-on dire, même d'Israël. Ce sont deux pôles identitaires extrêmement forts, extrêmement intéressants. Il y aurait tant et plus à commenter sur le fait que Lévi, qui est par ailleurs un personnage violent, récupère la Torah. Ça nous dit beaucoup de la manière dont on envisage la spiritualité, non pas comme une sorte de méritocratie. La Torah ne revient absolument pas au personnage le plus digne et certainement le plus spirituel. Lévi, il faut se souvenir, c'est celui qui, au contraire, avec son frère Shimon, va massacrer tous les habitants de Shrem parce que l'un des potentats locaux a violé sa sœur Dina. Il y avait certainement de quoi réagir et faire quelque chose, mais de là à tuer, c'est d'ailleurs ce que Jacob, leur père, leur reproche en disant « Mais veux-tu nous mettre à mal avec tous les peuples environnants ?» Il s'agit d'installer une identité ensuite dans un territoire et de le développer en civilisation. Donc Lévi n'est pas absolument pas le plus calme ni le plus spirituel, mais c'est celui à qui l'on donne la Torah. J'aime souvent raconter cette anecdote très éclairante. On va fermer les vidéos.
cette anecdote extrêmement étrange, dans une synagogue justement en Israël, où il y avait en plein milieu d'office de Shabbat, deux camps qui s'étaient formés après des invectives entre deux personnages. Ça avait carrément dérivé en bataille rangée avec des coups de poing, etc. Et le rabbin, complètement dépassé par les événements, avait eu ce geste de génie. Il avait identifié le plus violent. La Torah était sortie à ce moment-là, rendez-vous compte, en pleine lecture, en pleine procession de la Torah, cette bataille qui explose en plein milieu de la synagogue. Et le rabbin avait eu ce geste de génie. Il avait pris le Sefer Torah, il l'avait collé contre la poitrine du plus excité, qui s'agitait avec ses bras, etc. Et la personne en avait été complètement rassérénée, et à ce moment-là, avec une fierté entièrement nouvelle et retrouvée, s'était mis à faire une procession digne, etc. Donc on donne la Torah quelque part au plus violent, au plus excité, pour mieux le calmer, à celui qui en a le plus besoin. Donc c'est l'inverse de la méritocratie. C'est pas à celui qui le mérite le plus. Il y a une vertu profondément pédagogique dans l'identité, encore une fois, qui ne vient pas sanctuariser un fait établi, mais au contraire instaure une dynamique de pacification et de restauration et de tikkun. Tikkun, là encore, est le mot clé de ce projet identitaire. Il n'y a pas d'illusion sur le fait que certaines personnes seraient définitivement arrivées à un stade où le fait de les gratifier de tel ou tel honneur serait naturel. Il n'y a pas de telle chose dans le monde. Et donc, en tout cas, entre Lévi et Yehuda, il y a cette dualité intéressante. Le deuxième aspect de Yehuda, qui va devenir Yehudi, c'est beaucoup plus tard, c'est après que la royauté solomonienne, celle de David, se scinde en deux royaumes, on le sait, le royaume du Nord, le royaume du Sud avec pour capitale Jérusalem, et le royaume du Nord avec pour capitale Samarie. Au passage, il ne faut jamais oublier que la Bible est rédigée du point de vue des vainqueurs, en tout cas des survivants, donc du point de vue de Juda, et que le royaume du Nord, on lui jette l'opprobre à cause de phénomènes idolâtres, etc., mais les historiens le savent, c'était certainement le royaume le plus florissant, économiquement, politiquement, le plus avancé aussi, architecturalement, de plein de points de vue. Mais factuellement, on le sait, en moins 722, ce royaume est détruit par le royaume assyrien, qui est la superpuissance du Moyen-Orient à cette époque-là, qui donc exile toute la population hébraïque, israélite à ce moment-là, et donc il ne reste plus que ce petit royaume de Juda accroché à son rocher autour de sa capitale Jérusalem, et les habitants du royaume de Juda sont nommés les Yehudim, les Judéens. En fait, on est encore plus dans une notion ethnico-politique que religieuse, et c'est seulement après, on va le voir à travers Ezra, c'est seulement après donc l'exil, 200 ans plus tard, parce que ce royaume va être effectivement détruit par les Babyloniens, par Nabuchodonosor, on le sait, quelques 150 ans plus tard, après avoir résisté 150 ans tout seul contre toutes les puissances environnantes. C'est seulement à l'issue du retour, après l'édit de Cyrus en moins 537, que les habitants vont devenir judéens, et à la faveur d'une réforme religieuse du grand personnage d'alors, Ezra le scribe, va prendre une tournure non seulement politique, judéen égale habitant de Juda, mais qui commence à devenir religieuse. Dans l'historiographie la plus moderne, notamment chez Lucien Mimouni, dont je vous conseille d'acheter les livres, qui a beaucoup étudié justement la constitution de l'être juif, enfin de l'ethnonyme juif en tant que peuple religieux, ayant une connotation religieuse. Eux la datent beaucoup plus tard de la révolution rabbinique, quelque part entre 0 et 200, mais on peut dire qu'effectivement cette entité yéhoudi juive au sens à la fois ethnique, politique mais religieuse commence après le retour de l'exil, où les choses commencent à s'installer. On le sait, c'est la création de cette grande assemblée, la Knesset Agdola, la grande assemblée, qui va commencer à théoriser en quelque sorte un judaïsme institutionnel avec la rédaction des premières prières, et qui va dériver lentement en quelques siècles, en 2-3 siècles, sur le mouvement rabbinique proprement dit, qui va de manière tout à fait explicite organiser le judaïsme. Et de fait, Yéhoudi, là c'est absolument certain, dans cette période rabbinique, entre 0 et 200 pour faire très simple, va prendre une connotation intégralement ethnico-religieuse, avec
en tant que porteur du judaïsme, plus seulement une entité politique. Donc c'était assez intéressant de voir ces strates effectivement proposées par la réflexion de Manitou entre Shem, sémite, ivri, hébreu, hébraïque, Israël, israélite, et Yéhoudi, juif, dans un sens à la fois politique et religieux. Et il y a certainement de tout cela, évidemment, dans l'identité juive telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors, si on reprend le cours de l'histoire, un moment clé, certainement, après la grande période biblique, Abraham et tout ce qu'on vient de dire de Jacob, et éventuellement des choix civilisationnels opérés par ces grands personnages, il y a de manière historique et attestée, cette fois-ci, l'époque d'Ezra. Alors ça, on l'avait un peu couvert dans le cours précédent, donc je ne vais pas revenir par le menu, on va notamment pas reprendre les textes, mais je vais juste redire quand même l'idée importante d'une évolution justement cruciale à ce moment-là, c'est le fait que donc le peuple a été exilé en moins 597, puis en moins 587, il y a eu 2 exils successifs, en tout cas c'est la majorité de l'élite du peuple qui a été exilée, plus de 50 ans, et puis à la faveur de l'édit de Cyrus, en moins 537, qui autorise les Juifs à revenir à Jérusalem et à reconstruire le temple. Il y a une première période de reconstruction sous l'autorité de Zorobabel, grand personnage qui n'est pas moins connu que Esdras et Néhémie, mais en tout cas qui a été tout à fait actif, et du grand prêtre Josué à ce moment-là, ce sont des figures qu'on trouve dans la Bible. Et puis 50 ans plus tard, alors les choses ne vont pas assez vite, enfin il y a quand même la reconstruction du temple en moins 516, donc 20 ans après l'édit de Cyrus. Ezra mène une seconde vague de retour des exilés, avec toute la réforme religieuse que l'on sait, et puis cette réforme sera complétée par Néhémie, 50 ans plus tard encore, on est vers moins 450, moins 400 à ce moment-là, qui va notamment reconstruire les murailles de Jérusalem. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire en quoi c'est un moment important, parce que jusqu'ici, l'identité juive, enfin l'identité israélite, on va dire plutôt, était liée à la notion d'un territoire. Être juif, c'était avoir certains contenus, respecter l'alliance, ne pas être idolâtre. On sait que la Bible émet ce critère de distinction absolue entre le peuple, justement, le peuple israélite, les Bnei Israël, et les autres peuples, cette notion de l'idolâtrie, mais à fixer aussi à un territoire. Et ce qui est intéressant avec l'exil, c'est qu'effectivement, la judéité, le fait d'être juif, le fait d'être israélite n'est plus relié à un territoire, mais de fait va être lié à une notion plus de filiation, puisque les exilés, effectivement, ont dû quitter le territoire, et quand ils reviennent, ils sont lestés d'une notion identitaire qui n'est plus justement celle biblique ancienne, où chaque peuple habite à son endroit. Donc là, il y a une mutation très intéressante, et une mutation qu'on avait vue à travers différents textes, parce qu'il y a une prétention, on sait que Esdra était d'une culture sacerdotale avec une importance particulière sur la pureté ethnique, dont on a vu qu'elle froissait peut-être même un petit peu une certaine conscience moderne, mais il va insister, on le sait, pour que tous les couples se séparent de leurs femmes non juives. Alors pourquoi les femmes et pourquoi pas les hommes, on avait vu, mais au nom d'une idée sacerdotale, d'une certaine idée sacerdotale de la pureté, il va exiger une séparation, et donc là on est effectivement dans une définition de la judéité purement filiationnelle, avec une notion de constance, ou en tout cas de pureté qui se fait jour. Je ne reviens pas sur les textes, on les avait vus. Pourquoi les femmes, pourquoi les hommes ? Parce qu'on imagine qu'on est à un stade intermédiaire, on est bien avant les processus de conversion, parce que les historiens posent la question très simplement, pourquoi finalement exiger des couples qu'ils se séparent en deux, que les hommes se séparent des femmes, c'est une procédure extrêmement cruelle, coûteuse quelque part, alors que s'il y avait eu des processus de conversion, il aurait simplement fallu convertir, si la notion était bien de constituer des familles non mixtes, qui était certainement l'idée d'Ezra, une simple conversion aurait pu pourvoir à la chose, donc on n'en était pas là. Et c'est aussi par rapport à cette problématique de la pureté relationnelle, filiationnelle,
que le texte de Ruth, on le sait, a été écrit. Alors le texte de Ruth se propose lui-même comme beaucoup plus ancien que cela, puisqu'il est censé être situé à l'époque des juges, alors c'est-à-dire bien avant même la royauté de David et solomonienne, mais on sait qu'il s'agit là d'une fiction littéraire, et à travers le personnage de Ruth, qui lui justement revient à certaines idées peut-être plus antérieures, plus ouvertes, et en fait un texte, une contre-proposition politique par rapport à la conception purement ethnique et sacerdotale d'Ezra, avec cette magnifique déclaration, on le sait, de Ruth, qui dit « Va Asher Lotiten » non, excusez-moi, je me trompe de texte. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu. » Où on voit bien que ce qui prime, c'est l'attachement en termes d'histoire, l'attachement en termes de peuple, le fait de pouvoir rejoindre le peuple, et non simplement la pureté relationnelle, la pureté des liens en langage rabbinique on dit yuchassin. Yuchassin, c'est yachas, c'est ce qui se rapporte à. C'est tout un domaine de considérations qui ont justement trait à la pureté filiationnelle. Les rabbins parlent volontiers, les rabbins du Talmud utilisent ce terme de yuchassin, et donc voilà quelqu'un qui est issu d'un peuple en plus honni par la Bible, les Moabites, qui rejoint le peuple à la suite d'une simple déclaration, et on comprend bien que là on a deux contre-modèles qui s'affrontent, le modèle purement sacerdotal d'Ezra et le modèle de Ruth, qui date certainement du 3e, 4e siècle en tant que texte littéraire. Je ne reviens pas plus là-dessus parce qu'on l'avait du coup un petit peu vu lors du cours précédent. Et tout ça va donner de manière plus organisée, de manière plus explicite, un processus de conversion. Là, on est beaucoup plus tard, on est quelques siècles plus tard, on est dans le mouvement rabbinique qui, on le sait, entre 0 et 200, redéfinit totalement le judaïsme, a fortiori après la destruction du temple en 70, où il faut donner des nouveaux contenus, puisque la fixation de ce lieu religieux Jérusalem n'existe plus, donc il faut réinventer une toute autre histoire. On le sait, je le répète pratiquement à chaque cours, que la révolution rabbinique sera triple. Elle consiste à rédiger toute la halacha, elle consiste à mettre l'étude de la Torah au centre, et d'en faire le texte littéraire central, et le centre de l'expérience religieuse, l'interprétation de la Torah considéré comme un texte infini et non plus comme un simple code de loi de référence que l'on sortirait pour appuyer telle ou telle décision, mais réellement comme un texte qui s'étudie. Et puis bien sûr la rédaction de la prière. Et donc dans cette vaste réorganisation du judaïsme, producteur de processus spécifiques, il y a le processus de conversion qui va être défini par les sages. Alors là je vais revenir à un texte qu'on avait déjà lu, mais je vais le relire, d'abord peut-être pour les personnes nouvelles, et puis parce qu'il est important, il fixe, il n'est plus tout à fait le nôtre aujourd'hui, mais il fixe quand même une direction très importante pour quelqu'un qui veut se convertir, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut rejoindre le peuple juif. Qu'est-ce qui est important pour les rabbins à ce moment-là? Alors je suis désolé, je ne vous ai pas réenvoyé ce texte, on va juste le suivre, je vais le traduire de toute façon au fur et à mesure. Ger Shebal et Gaïer, un prosélyte qui vient pour se convertir, Bazmanazé, c'est pas dans les textes que je vous ai envoyés littéraires qu'on commentera dans la deuxième partie du cours, hein. Là c'est un texte spécifique. Donc un guerre, un prosélyte qui vient pour se convertir, Bazmanazé, de nos jours, donc là c'est les rabbins qui parlent, Omrimlo, on lui dit, Maraïta, chez Batal et de Gaïa, qu'est-ce que tu as vu? Ça, c'est une expression typiquement rabbinique. Qu'est-ce que tu as vu, Maraïta? On pourrait presque surtraduire en disant, mais quelle mouche t'a piqué? Maraïta, c'est dans une situation donnée, qu'est-ce que tu as vu de particulier qui te fait dire telle ou telle chose, etc. C'est une expression qu'on retrouve dans plein de contextes différents. Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu as vu? Quelle est ta motivation pour venir te convertir? Iata Yodéa chez Israël Bazmanazé, ne sais-tu pas que Israël, donc on voit qu'on est ici, on ne dit pas Yehudi, ici on dit Israël, on est dans l'identité israélite pour les rabbins encore à ce moment-là, Bazmanazé, Dvouyim, qu'il est que ce peuple est persécuté, Troufim, oppressé, Sroufim, méprisé, ou Metorafim, presque déchiré, Visurin be'en alima, et soumis à des oppressions
transgression sans fin, donc c'est ce peuple-là que tu veux rejoindre. Imomer, si la personne dit, si le fameux prosélyte dit, Yodéani, je sais, ve'eni kedai, et je n'en suis pas digne, Mekablimoto miyad, c'est assez surprenant, mais justement, ce qui est valorisé ici, c'est la conscience, y compris la conscience qui pourrait témoigner contre soi. Eh bien, on lui dit à ce moment-là, on l'accepte immédiatement comme converti. Ou modi'im oto, et on l'informe, miktsat mitzvot kalot, d'un peu de mitzvot de commandements faciles, ou miktsat mitzvot ramurot, et d'un peu de commandements difficiles. Alors, je ne vais pas commenter cette distinction entre kal et Hamour, à savoir des commandements qui seraient faciles et difficiles. C'est pas au niveau de l'exécution, c'est pas au niveau de la difficulté de l'exécution dont on parle ici, c'est plus ce qu'ils engagent et notamment les punitions en cas de transgression. C'est par rapport au non-respect en fait que cette distinction est. En tout cas, toutes sortes de commandements et miktsat seulement, un petit peu de commandements faciles, un petit peu de commandements difficiles. Il ne s'agit pas d'étudier toute la Torah ou d'être un super athlète de l'étude, c'est simplement un petit peu de ces éléments. Ou modi'imoto, Avon leket shira opea, et on lui enseigne la transgression qu'il y aurait à ne pas accomplir, et là on cite 3 commandements qui sont a priori sûrement leket, shira ou pa, qui sont 3 commandements liés à l'agriculture, qui sont après les moissons. On se doit de laisser un champ non cultivé pour que le pauvre puisse prendre des épis de blé qui sont encore plantés. Et shira, c'est la gerbe, il faut laisser des gerbes, il ne faut pas tout récolter, tout engranger les gerbes dans ces granges, etc. Il faut laisser aussi explicitement des gerbes, donc des gerbes sur pied et des gerbes coupées mais qu'on laisse pour le pauvre. Ou PA, c'est justement le coin du champ qu'il faut laisser libre. Ou Maaser Ani, et la dîme du pauvre. On sait que sur un cycle de 7 ans, on distinguait entre le Maaser Oni, la dîme du pauvre, Maaser Sheni, un double Maaser qu'on donnait aux Lévi, qu'on donnait aux Kohen. C'est tout un système de redistribution sociale. Et c'est très intéressant que les 4 commandements qui sont cités ici, parmi les 613, ou parmi même certainement plusieurs milliers, ce sont 4 commandements sociaux. Ce qui dit quelque part un petit peu l'attente des rabbins vis-à-vis du prosélyte. On voit que d'abord on le met en garde contre le danger qu'il y a à rejoindre le peuple d'Israël. Et alors c'était certainement vrai, parce que ce texte, les historiens le savent, font suite à la destruction du temple. C'est pas un texte pré-destruction, donc il y avait vraiment une politique d'oppression totale de la part de l'Empire romain, avec des persécutions absolument meurtrières. Donc il est certain que rejoindre le peuple juif à cette époque-là, c'était plus qu'un acte de courage. Et puis donc un attachement au peuple, ça reprend un des éléments déjà présents chez Ruth, et aussi une conscience sociale qui met l'accent sur la rachmanout. Les rabbins, j'ai pas de texte là-dessus, mais disent voilà, Israël aime rachmanim. Être juif, c'est être compatissant, c'est avoir de la compassion, c'est avoir le souci de la justice sociale. C'est consubstantiel à l'être juif. Beaucoup de textes insistent sur les vertus humaines en général, mais sur celles-ci en particulier. Ou modéin oto, Onsham shel mitzvot, on lui apprend aussi les punitions mot à mot des mitzvot, à savoir le prix des transgressions. Ou kshem shemodimoto, onsham shel mitzvot, kach modimota, matan sraran, mais au moment où on lui enseigne le prix des transgressions, le coût des transgressions, on lui enseigne aussi également le profit qu'il y a à les observer. Onesh ve srar, plutôt srar ve onesh, la récompense et la punition, c'est un autre grand couple de la pensée rabbinique qui étudie non seulement les commandements, mais les profits et le coût qu'il y a à les transgresser. Ve en marbim alav, et on n'en fait pas trop, on ne multiplie pas trop ces enseignements. Ve en medakdekim alav, et on n'est pas medakdek, c'est encore un terme qui sert de nos jours de terminologie. Medakdek, c'est le pointilleux. C'est celui qui va chercher la petite bête dans le commandement. Alors c'est certainement considéré comme une qualité de voir tous les aspects de la pratique éventuelle d'un commandement, mais ici ça a un sens négatif. On lui prend pas la tête, en gros, sur tous les détails de cette loi. Kibel milin otomiyad, on le circoncis aussitôt. Donc si on résume les courses, une déclaration de sa part
qui force l'acceptation des rabbins, à savoir une conscience qu'effectivement être juif à cette époque c'est difficile, une partie d'enseignement, mais d'une partie d'enseignement qui reste assez souple, c'est pas la totalité de la loi qui est enseignée, et la circoncision, on a déjà donc les 3 grands éléments. Nitrapé, il guérit, en un seul mot, on a ici tout le processus de la circoncision, de la douleur éventuelle et de la guérison. Mevatli moto miyad, on le trempe dans un bain rituel. Ou Shne Talmidei Chachamim Umdim al Gabav, et il y a 2 Talmidei Chachamim, 2 sages qui se tiennent dans son dos, ou Modi Moto Miktsat Mitzvot Kalot, et on lui réenseigne à nouveau un petit peu de mitzvot faciles et un petit peu de mitzvot difficiles. Ve'ala, il se relève donc de son bain, Are ou Ke Israël, les Chol Dvarav, il est considéré comme juif en toute matière. Point final. Après, le texte détaille le cas de la femme, qui est absolument similaire à celui de l'homme, sauf que les 2 Talmadi Chachamim se tiennent à l'extérieur du bain rituel, évidemment pour des raisons de pudeur. Et voici ce texte où se distingue, alors on l'avait vu, je ne vais pas le commenter outre mesure, mais juste rappeler qu'effectivement on voit bien les différents éléments, les éléments de cette conversion, de ce qui pour les rabbins à ce moment-là constitue le chemin de la conversion, une conscience historique de ce qu'on est en train de faire en rejoignant le peuple juif. Il se trouve qu'à toutes les époques, effectivement, ce danger tout à fait prégnant est resté constant. Et on pourrait dire malheureusement que depuis, après des périodes peut-être un peu plus heureuses, en tout cas moins denses en événements malheureux, c'est malheureusement le cas depuis 20 ou 30 ans à nouveau. Être juif en certains endroits, y compris même en France, peut être difficile. Donc il y a un élément de conscience historique du contexte, évidemment nécessaire. Il y a bien sûr le centre du processus, c'est l'adhésion à la Torah et la connaissance de la loi, mais on l'a vu, pas une connaissance exhaustive, on ne cherche pas à faire des champions questions pour un champion version Torah, il s'agit d'enseigner, d'être conscient, là aussi, de ce qu'on fait ou de ce qu'il ne faut pas faire, et du prix et de la récompense que ça comporte dans le langage rabbinique. Il y a bien sûr la circoncision qui est le signe de l'alliance, absolument nécessaire, et l'immersion rituelle dont on avait vu qu'il y avait tout un débat autour. Est-ce qu'il s'agit de guérir une impureté avec un fond peut-être de pensée Ezra sur la pureté ou l'impureté filiationnelle qu'il s'agirait de laver définitivement, ou au contraire est-ce qu'il s'agit quelque chose d'inauguratoire, je ne sais pas si le mot existe, d'inaugural on va dire plutôt, qui instaure une dynamique de pureté à venir. Il y a ce débat dans les sages, mais on a donc les 4 éléments un peu à la fois historico-culturels qui fournissent le déterminant de la conversion pour les rabbins. Alors aujourd'hui, on ne va pas davantage commenter. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Je vais peut-être vous surprendre par la présentation suivante, parce que dans la manière, dans certains traités d'ailleurs, on pourrait dire, on est juif de 2 manières, on est juif par la mère ou par conversion, et puis les rabbins libéraux, enfin le mouvement du judaïsme libéral y a ajouté bien sûr la possibilité de la patrilinéarité, ça c'est la manière dont on propose, dont on présente en tout cas les choses de manière générale. J'aimerais ici peut-être surprendre en présentant les choses d'une autre manière. On trouve ces commentaires dans les ouvrages sur la conversion, où en fait on distingue plusieurs cas, enfin 3 cas, si les 2 parents sont juifs, si un seul parent est juif, et si le mariage est valide mais interdit. Et vous allez voir que cette présentation, qui ne modifie pas ce qu'on sait de la conversion, mais en tout cas modifie peut-être certains aspects. Si les 2 parents sont juifs, l'enfant prend le statut du père. Et ça, c'est là, il est là le côté contre-intuitif, parce qu'on dit non, voilà, est juif un fils ou une fille, un enfant de mère juive. Mais en fait, la théorie rabbinique veut que si les 2 parents sont juifs, c'est le statut du père que l'enfant prend. Qu'est-ce qu'on vise en disant ça ? On vise
un aspect secondaire du statut, mais très important et qui reste important dans le judaïsme orthodoxe, c'est-à-dire c'est le statut de Cohen, Lévi, Israël. On sait que les Kohanim sont une filiation particulière, les Kohanim ce sont les descendants du temple, et on sait que dans le judaïsme orthodoxe, on continue à tirer des conséquences liturgiques, synagogales, du statut des personnes juives. Si on est Cohen, on monte en premier lieu, on monte en premier à la Torah, le Cohen monte lors de la Hamida publique pour bénir l'assemblée. Il y a tout un tas de choses qui sont associées à ce statut. Un Cohen n'a pas le droit de se rendre impur, notamment au contact d'un mort, donc au contact de son père, de sa mère, de ses 7 collatéraux. Un Cohen n'entre pas dans un cimetière, il n'entre pas dans un hôpital si les salles sont adjacentes à d'autres salles où il y aurait une impureté due à un mort. Un Cohen ne peut pas marier une divorcée. Le statut de Cohen dans le judaïsme traditionnel et orthodoxe reste extrêmement puissant et c'est pas juste un statut symbolique, il a énormément de conséquences halachiques. Alors je m'empresse de dire pour la compréhension de la suite de l'exposé que le judaïsme libéral a supprimé, non pas il n'a pas supprimé la connaissance du statut de Cohen et de Lévi, mais il n'en tire aucune conclusion synagogale, ni en termes de pureté liée aux morts, etc. C'est comme si les statuts était suspendu en quelque sorte. Mais la théorie veut bel et bien effectivement que quand un enfant est fils ou fille d'un couple où les deux parents sont juifs, il prend le statut, juif c'est normal puisqu'ils le sont tous les deux, mais il prend plus particulièrement le statut du père. Un enfant de Cohen sera Cohen, un enfant de Lévi sera Lévi, ou un enfant qui n'est ni Cohen ni Lévi, à savoir il est Israël d'une manière générale, aura le statut d'Israël. Donc c'est une manière peut-être un peu surprenante de présenter les choses, mais c'est bien cela. Quand l'enfant est fils ou fille d'un couple dont un seul parent est juif, l'enfant prend le statut de la mère. Et là, on reconstitue l'ensemble logique général. Effectivement, s'il se trouve que dans un couple, un seul parent est juif et que c'est la mère qui est juive, eh bien l'enfant prend le statut de la mère, donc il sera juif. Et là, on retrouve bien notre présentation habituelle, est juif, fils ou fille d'une mère juive. Et si c'est le parent qui est juif, pour le judaïsme traditionnel ou orthodoxe, eh bien l'enfant, donc dans un couple où le père serait juif et la mère ne le serait pas, eh bien l'enfant prend le statut de la mère, à savoir le statut non juif. Et cet enfant devra donc être converti. On retrouve bien la présentation habituelle pour le judaïsme orthodoxe. C'est là que le judaïsme libéral va raconter une autre histoire. Mais donc, si on suit le déroulé, on retrouve bien la logique générale. Deux parents juifs, statut du père, et on entend par là Cohen, Lévi, Israël, en plus d'être juif, mais de toute façon les deux parents le sont. Si un seul parent est juif, c'est le statut de la mère, et donc si la mère l'est, l'enfant sera juif, et si la mère ne l'est pas, l'enfant ne sera pas juif, encore une fois pour le judaïsme traditionnel. Et puis le troisième cas qui nous intéresse moins, parce qu'il nous fait rentrer dans trop de détails, c'est si le mariage est valide mais interdit. Je le mentionne parce que c'est des choses qui ont encore une importance pour le judaïsme traditionnel. Il y a des mariages qui sont considérés comme des vrais mariages, à savoir s'il a eu lieu, il est tofes, comme on dit, il tient, c'est-à-dire il n'est pas nul et non avenu, c'est une distinction de droit important. Il y a des mariages qui sont nuls et non avenus. Il pourrait y avoir tout le décorum assez. S'il est nul et non avenu, il n'y a pas de mariage et le statut des deux personnes qui se marient n'est pas changé, il reste non marié. Mais il y a des mariages qui sont interdits, notamment, je vous l'ai dit, par exemple, un Cohen qui se marierait avec une divorcée. C'est quelque chose qui est interdit. Donc c'est un mariage, s'il a lieu, il est tofes, il n'est pas nul et non avenu, il a une validité juridique, mais du coup, il reste interdit et ça a des conséquences pour l'enfant, notamment ce statut absolument désolant du mamzer, qu'on traduit en général par bâtard, mais ça n'a rien à voir avec la bâtardise des systèmes juridiques occidentaux. En tout cas, c'est tout un tas de conséquences. Un mamzer ne peut se marier qu'avec un autre mamzer et non pas avec une personne qui aurait le statut d'Israël. Là aussi, ce sont des choses extrêmement complexes qui peuvent d'ailleurs pourrir la vie des gens qui se situent dans ce système-là. Et donc, c'est bel et bien un troisième cas qu'il nous faut distinguer. J'y ai fait juste allusion à quelques conséquences éventuelles, mais je ne veux pas pousser là-dessus, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc on retrouve à travers cette présentation, en effet, n'est-ce pas, un petit peu surprenante, ce qu'on connaît, est juif,
toute personne née de mère juive et qui se convertit, mais avec une présentation logique plus large et plus structurée. Alors bien sûr, on le sait, le judaïsme libéral reconnaît la filiation par le Père, et je vais vous lire ici le texte qui fait foi, qui est assez surprenant aussi, parce qu'en France, en fait, alors ce texte, il est dérivé d'une plateforme. On sait que le judaïsme américain est extrêmement friand de présentations explicatives, qui en 1983 a statué sur la judéité. Et la chose, le texte dit la chose suivante, je vais le dire en anglais, le traduire et commenter. The Central Conference of American Rabbis, c'est intéressant de connaître ce sigle, CCAR, Central Conference of American Rabbis, c'est la méga organisation de tous les rabbins américains, et donc il y a une commission particulière de la halacha qui, de manière régulière, émet des responsa, émet des plateformes, des définitions programmatiques du judaïsme libéral, declares, et là on est en 1983, et c'est cette déclaration qui fait foi pour tous les mouvements libéraux dans le monde, declares that the child of one Jewish parent, que l'enfant d'un seul parent juif, donc là on est dans le cas d'un couple mixte, dont seul un des parents is under the presumption of Jewish descent, et sous la présomption d'avoir une filiation juive. This presumption of the Jewish status of the offspring, cette présomption de statut juif de l'enfant, of any mixed marriage, de tout mix, de mariage mixte, is to be established, doit être établie, elle doit être confirmée, through appropriate and timely public and formal acts of identification with the Jewish faith and people, doit être confirmée à travers, et chaque mot ici est important, des actes d'identification. Appropriate, approprié, donc c'est pas n'importe quel acte, il y a une sorte de liste un petit peu sous-jacente qui est supposée. Timely, donc fait à temps, c'est important. Public, ces actes d'identification doivent être publics. Et formal, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque part des témoins ou c'est sur la supervision d'un rabbin. Pour résumer, si vous êtes enfant d'un couple où seul un parent est juif, vous devez confirmer cette judaïté à travers des actes d'identification qui confirment donc cette judaïté, qui soient appropriés, faits à temps, publics et supervisés en quelque sorte par une personne d'autorité, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de base, c'est d'ailleurs respecté par certaines communautés américaines, c'est si l'enfant est fils d'un seul parent juif. Ce qui veut dire la chose suivante, y compris si la mère est juive. C'est-à-dire que dans ce texte qui se veut donc libéral, si l'enfant n'est enfant que d'une mère juive, lui aussi doit se confirmer. Que ce soit le père, donc il inclut quelque part il inclut la patrilinéarité comme l'une des ressources possibles de la judéité, donc il élargit le cadre de la judéité, mais si un seul parent est juif, quelque part il exige aussi bien, si la mère est juive, d'avoir ce processus d'identification. Alors au passage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en Europe. C'est-à-dire on se cale bien sûr aussi sur la définition traditionnelle qui fait que si vous êtes enfant d'une mère juive, on remet pas en cause ce statut, on ne dit pas que vous avez besoin de confirmer cette judéité, mais dans ce texte libéral, il est à la fois plus inclusif et en fait plus exclusif quelque part. Donc c'est une vraie différence aussi entre le judaïsme libéral américain, certaines communautés en tout cas, et le judaïsme libéral français, qui de la vie de tous est imprégné de ce judaïsme, beaucoup plus imprégné en tout cas de ce judaïsme traditionnel, dont il reprend implicitement certaines bases. En tout cas, voilà, je voulais que vous sachiez, que vous connaissiez ce texte de la CCIR, Central Conference of American Rabbis, 1983, qui introduit la patrilinéarité, alors à des degrés divers, de manière restrictive ou totale, comme la base de notre conception de la judéité. C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a notamment sur le site du CCAR, vous y allez, vous avez tout un tas de responsables sur tout un tas de sujets. C'est tout à fait intéressant. Pour terminer un petit peu notre cavalcade des siècles, enfin la conception de la judéité, on a vu celle des rabbins, on a vu en quoi le judaïsme libéral y avait ajouté cette patrilinéarité avec inclusion et restriction quelque part.
Je voudrais aussi insister, aborder maintenant ici la question de la loi du retour. La loi du retour, alors là aussi, hein, c'est un cours, on pourra faire un cours entier là-dessus, c'est assez compliqué parce qu'il y a des évolutions juridiques, mais c'est intéressant parce que la définition donnée par l'État d'Israël de qui est juif et donc qui a vocation à acquérir la nationalité israélienne, à la fois reprend des éléments de la tradition et à la fois s'en écarte de manière drastique, ce qui provoque justement l'abondance de débats et encore extrêmement récemment à travers la décision de la Cour suprême. On va voir ça plus en détail, mais on va rester quand même dans la généralité. Cette loi, c'est une loi, une des premières lois votées par la Knesset après la Hakamat Medinat Israël, après la constitution de l'État d'Israël, l'indépendance de l'État d'Israël, le 5 juillet 1950, la Chok Hashfut, la loi du retour, qui garantit à tout juif, ainsi qu'à sa famille, éventuellement à sa partie non juive de la famille, le droit d'immigrer en Israël. Le texte dit la chose suivante, alors là on n'est pas dans la poésie biblique, on est dans l'aridité du texte juridique. Un visa d'immigrant sera délivré à tout juif qui aura exprimé le désir de s'établir en Israël, à moins que le ministre de l'Intérieur soit convaincu que le candidat mène des activités dirigées contre le peuple juif, risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l'État, ou encore à un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public. Je vais revenir sur cet aspect, là je suis dans l'énoncé de la loi encore. Les droits d'un juif au terme de cette loi, les droits d'un immigrant selon la loi sur la nationalité de 1952, une autre loi qui vient la compléter, et les droits d'un immigrant au terme de toute autre loi, sont aussi accordés aux enfants et petits-enfants d'un juif, à son conjoint et au conjoint d'un enfant ou d'un petit-enfant d'un juif, à l'exception d'une personne qui était juive et a de sa propre volonté changé de religion. Pour les besoins de cette loi, un juif désigne une personne née d'une mère juive ou convertie au judaïsme qui ne pratique pas une autre religion. Voilà ce que dit le texte. On va revenir sur les éléments parce qu'on articule des choses un petit peu disparates. Je vais faire juste trois remarques. D'abord, la remarque du premier paragraphe sur à moins que le ministère de l'Intérieur soit convaincu que le candidat mène des activités dirigées contre le peuple juif, ça c'était un peu dans la première mouture, mais le fait que on soit exclu toute personne ayant un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public, ça c'est une innovation. Je ne sais plus de quand elle date, mais je crois qu'elle date des années 80, tout simplement parce que, rappelez-vous, à une certaine époque, on cherchait à bénéficier de ce droit du retour, tout ce que les USA notamment comptaient de criminels patentés, de mafieux et autres, juifs, qui évidemment échappaient à la justice en invoquant le droit du retour. Donc l'État d'Israël en a accueilli quelques-uns fameux, c'est des histoires célèbres, pendables et d'ailleurs assez savoureuses en général, mais bon, au bout d'un moment, ils ont pris conscience que ça risquait quand même de peser sur la réputation éthique, et donc ils ont introduit cette clause dans la loi pour ne pas faire de la loi du retour quelque chose d'automatique qui permette tout simplement d'échapper à la justice de son pays. Donc ça, c'était la première remarque un petit peu amusante et plus factuelle. Sinon, le cœur de la loi, on l'a bien compris, elle est très très extensive. On comprend bien sûr les besoins de peuplement de l'État d'Israël en 1950 quand elle est rédigée. Obtient la nationalité, a vocation à obtenir la nationalité israélienne, toute personne juive, bien sûr, mais son conjoint aussi éventuellement non juif, ses enfants, les conjoints de ses enfants, éventuellement non juifs, et ses petits-enfants aussi, et les conjoints de ses petits-enfants, éventuellement non juifs. Donc ça fait pas mal de monde, c'est une loi extrêmement extensive, et la loi précise, puisque l'élément référence de base, c'est une personne juive, dont le conjoint, dont les enfants, dont les petits-enfants, et les conjoints des enfants et des petits-enfants. La référence première, c'est une personne juive. Évidemment, on a besoin de la définir. On désigne toute personne née d'une mère juive et qui ne pratique pas une autre religion. C'est
c'est intéressant de faire cette remarque parce que ça paraît préciser complètement la loi. En fait, ça ne la précise pas complètement parce que, ok, on définit un juif par rapport à cette loi comme une personne née d'une mère juive, etc. Mais qu'est-ce qu'une mère juive? Alors, c'est pas une blague que je m'apprête à développer. C'est effectivement une question de loi. Qui considère donc comme une mère juive? Il y a des débats juridiques. Et je le dis parce que l'État d'Israël a été amené à légiférer en 92 sous la pression du Chasse, parti religieux extrêmement plus que traditionnel, voulait retirer aux Samaritains, à certaines portions historiques du peuple juif, justement la qualité de juif. Donc on voit que la question de la mère juive, ok, si la mère juive est samaritaine, est-ce qu'elle est juive? Aux yeux du Chasse, elle ne l'était pas. La Cour suprême avait légiféré que oui. Et certains groupes de Haredim aussi périodiquement remettent en cause la judaïté. Par exemple, ça a été le cas pour les falachas d'Éthiopie. Même si la loi définit, ok, toute personne juive, les conjoints, les enfants, les petits-enfants, c'est clair. Si on remonte à la personne juive, née d'une mère juive, ok, mais si cette mère juive est falacha, pour certains, eh bien, elle ne serait pas juive. Ça a été la pression de certains groupes. Pour d'autres, elle l'est. On sait que là aussi, c'est la Cour suprême qui a réglé le différend. Donc, la question de la mère juive qui paraît complètement régler la définition de la judéité pour ensuite s'intéresser aux échelons inférieurs n'est jamais complètement non plus terminée en tant que controverse juridique. L'innovation majeure, et j'en terminerai là, mais elle est capitale, donc on a cette loi 1950 qui a été légèrement amendée à la marge, etc. L'amendement le plus important date de 1970, quand elle a ajouté l'exigence de ne pas appartenir à une autre foi religieuse que le judaïsme. Elle est intéressante à double titre. Elle est intéressante parce qu'il y a eu des contre-exemples fameux qui ont fait rage en Israël. Elle est intéressante parce que là, la définition de l'État d'Israël sort complètement de la halakha. Il n'est pas précisé la halakha, même la plus orthodoxe, ne précise pas qu'une personne qui a abandonné le judaïsme cesserait d'être juif ou juive. C'est même un point fondamental de la halakha. On peut être un renégat, on l'avait vu dans le cours sur faut-il croire à quelque chose pour être juif, on peut être un apostat, on peut être un renégat, on peut s'être converti à quoi que ce soit, etc. C'est peut-être une attitude pas forcément valorisée dans la tradition, mais ça ne supprime pas la qualité et la filiation de juif. Si on est né juif, on reste juif à vie. Il n'y a pas de clause qui permet de sortir de la judéité. Et là, on voit que la définition purement laïque de l'État est différente de la préoccupation de la halakha. Il faut d'ailleurs bien rendre clair les choses. Cette loi du retour concerne l'inscription, concerne la nationalité israélienne et concerne l'inclusion dans ce qu'on appelle c'est pas le Sefer, le mot, je l'oublie, le Sefer Aouchlousin, le registre, le Mirsham, voilà, c'est ça, l'expression juridique, c'est le Mirsham Aouchlousin. Le Mirsham, on entend Rochem, Lirshom, ça veut dire inscrire. En fait, c'est le registre national Aouchlousin de la population. Donc, c'est l'inscription de caractère laïque d'un individu, juif certes, mais dans le registre national de la nationalité israélienne, de la population israélienne. Et donc on voit bien qu'on n'est pas dans une conception halachique. Pour toutes les questions de droit, de statut privé, les mariages, les divorces, etc., la halakha continue de s'exercer, mais du point de vue de l'État d'Israël, c'est la définition donnée par la loi qui s'écarte, on le voit dans cette clause de non-appartenance à une autre religion qui s'écarte de la halakha. La halakha ne dit pas cela. Il y a eu des cas absolument fameux qui ont fait scandale, je veux juste en citer un, c'est ce qu'on appelle l'affaire Rufeisen. Oswald Rufeisen, c'était un juif galicien, né en Pologne juste avant la guerre, en 1922, connu aussi sous le nom de l'affaire Daniel, du frère Daniel. Pourquoi? Parce qu'il s'était converti au christianisme, au catholicisme, et était devenu lui-même prêtre. Il a une histoire absolument incroyable. Il est né en Galicie en 1922, il échappe à la persécution nazie, il se cache dans un monastère pendant plusieurs années, il décide même... Il sauve des centaines et des centaines de juifs, c'est un juste des nations incroyables, de la ville de Mir en Biélorussie. Il sauve des centaines et des centaines de personnes. Et après la guerre, il retourne dans le monastère qu'il avait hébergé et duquel il avait fui la
persécution nazie. Il se convertit, il devient prêtre, et quelques années plus tard, en 1950, il demande le retour de l'année, il demande la nationalité israélienne, au nom de la loi du retour, et là ça provoque un débat absolument incroyable. Beaucoup sont pour, évidemment, étant donné son passé. Il est né juif, il a connu le nazisme, toute sa famille a été exterminée, lui-même a été sauvé, il a sauvé des centaines de personnes pendant de la persécution, et voilà que, à la faveur d'une conversion, certes en tant que prêtre, on lui dénie le droit de devenir israélien. Il va y avoir des appels constants et constants. C'est une affaire extrêmement connue. En 1962, le Rufeson vs Ministry of Interior, c'est un cas fameux de la littérature juridique. En 1962, la nationalité israélienne va lui être dénié, et finalement il va quand même l'obtenir, mais à travers une autre loi, à travers la loi de l'immigration. Mais lui aurait voulu l'obtenir au titre de la loi du retour. C'était une question d'honneur, une question principielle pour lui. Il va y avoir d'autres cas aussi, où on voit qu'on s'écarte là aussi de la définition de la halakha. En 1987, de manière assez récente, la Haute Cour de justice a dû statuer aussi sur le cas de deux juifs messianiques, tous deux nés de mère juive. Donc pour la halakha, juif messianique ou pas, on est juif, mais pour l'État d'Israël, ce cas a été discuté, juif messianique, avec voilà, toutes les controverses liées à ce courant en particulier, dont on sait voilà, qu'ils ont un désir de conversion, en tout cas quelque chose d'éventuellement un activisme considéré par dangereux par beaucoup. Ils ont été déboutés, bien que nés juifs, et bien même que nés de mère juive, ils ont été déboutés, et ça venait s'ajouter au fameux cas du frère Daniel Rufeson de 1962. Donc on voit que là, ça simplifie pas le problème, hein. Je parlais des questions de l'identité juive, là on est en plein dedans, entre la conception traditionnelle, la halakha au sens traditionnel, celle du judaïsme libéral qui vient considérer les choses un peu différemment, celle de l'État d'Israël qui sort à certains endroits très très de manière nette de la définition halakhique. On est dans un complexe compliqué. Et puis, point important quand même pour commenter cette loi du retour, cette petite phrase, cette petite clause est né juif, non, toute personne née d'une mère juive, dont on avait vu que la clause n'était pas complètement définitoire et ouverte à discussion, ou converti au judaïsme. Cette petite clause ou converti au judaïsme ne précise pas qui a l'autorité des conversions. Et évidemment, on sait là que c'est un brûlot de discorde avec les mouvements Haredi ou traditionnels en Israël qui ne cessent de vouloir faire préciser la loi, convertie selon la halakha, au sens où, dans leur tête, dans leur expression, la halakha, c'est la halakha dans son acceptation orthodoxe. La Cour suprême a systématiquement refusé cette précision, ce qui laisse ouvert, bien entendu, toutes les personnes converties par les mouvements libéraux de par le monde, ce qui nous réjouit, mais ce qui, de manière plus factuelle, est tout à fait compréhensible, parce que ça supprimerait tout un courant, effectivement, de la judaïcité américaine, qui est la première du monde, on le sait, sans lequel l'État d'Israël serait bien mal en point, c'est sûr. Donc il y a certainement aussi des considérations politiques, juridiques. On voit combien la question est multidimensionnelle. Voilà sur cette loi du retour qui exprime toute là, quelque part, à un niveau laïque, la complexité de cette question de l'identité juive. Après les complexités propres à la pensée purement traditionnelle, il fallait bien y ajouter une complexité supplémentaire. J'en termine par là pour ce premier volet de notre cours. On va aborder quelque chose de tout à fait différent, de beaucoup plus goûteux peut-être, à savoir quelques textes littéraires. Alors, je vous ai envoyé ces textes lorsque j'ai communiqué sur le cours dimanche dernier. J'espère que tout le monde les a, que tout le monde a pu les imprimer, ou en tout cas les avoir sur son écran. Je m'excuse, je suis absolument nul pour partager. J'ai essayé de le faire d'ailleurs de manière tentatoire avant la connexion, et j'ai perdu l'ensemble. Donc je vous demande de vous appuyer sur les textes que vous avez pu, j'espère pour la majorité d'entre vous, imprimer,
Écoutez simplement. Alors là, je suis terriblement désolé aussi, parce que normalement, c'est un cours qui se partage en présentiel, on est tous ensemble, on lit tous ensemble, on discute de ces textes. Là, il y a un côté un petit peu triste de ne pas pouvoir se parler, de ne pas pouvoir discuter de ces textes. On le fera à la fin du cours, mais ce sera évidemment pas la même chose. Donc voilà, écoutons, lisons pour ceux qui ont les textes sous les yeux. Le premier texte que j'ai imaginé, c'est celui d'Edmond Flegg, que vous connaissez bien sûr. Alors je l'ai pas moi sous les yeux, pourquoi je ne sais pas. Excusez-moi, oui. Je vais vous le lire ensemble, vous le connaissez, il est même dans le Sidour Taher Libenu. Un mot sur Edmond Flegg, il est intéressant parce qu'il a sa trajectoire est intéressante. Il est né en 1874 et né en 1963, assez vieux, donc de l'époque moderne. Il était d'origine genevoise, né dans une famille de Genève, une famille extrêmement assimilée. Il monte à Paris, en quelque sorte, il devient critique de théâtre, dramaturge à succès, il y a quelque chose d'un petit peu herzleyien, un peu dans sa trajectoire, une sorte de dandy de la vie parisienne, pas du tout concerné par les questions de judéité, et puis à la faveur de l'affaire Dreyfus, lui aussi réveil dogmatique, on va dire, pourrait-on dire, tout comme Théodore Herzl qui assistait à la scène, et puis les 3 premiers congressionnistes vont faire de lui un militant de la cause juive, et il va n'avoir de cesse de vouloir convaincre ses contemporains juifs, intellectuels, très éloignés de ces questions, de l'importance justement de la judéité, et justement de pouvoir fusionner en quelque sorte les idéaux intellectuels du siècle. On sait que beaucoup de juifs étaient investis dans la vie culturelle, sociale et politique à cette fin du 19e siècle, l'israélite français, mais parfois extrêmement détachés des affaires du judaïsme, et il va constamment militer pour que ces intellectuels puissent profiter de leur esprit, de cette intelligence collective, rejoignent un petit peu plus le giron de la tradition en quelque sorte. Ça va être un petit peu son combat à lui. Et ce magnifique texte, alors dans un français un petit peu suranné, qui fait son délice aussi. Pourquoi je suis juif? Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. On est bien dans le 19e siècle ici. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et d'Israël, Israël place l'homme et son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. Et tout ce texte est à l'avenant. C'est issu d'ailleurs d'un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis juif ?» où il raconte son parcours d'intellectuel devenu intellectuel engagé au service de la cause d'Israël. Et ce texte est évidemment l'un des plus connus. Alors je ne veux pas avoir l'outrecuidance de le commenter en solo, ça n'aurait d'intérêt que de le commenter avec vos discussions, vos remarques, vos questions, vos objections. Tout ça est destiné à être un échange vivant. Malheureusement, il ne peut pas en être ainsi ce soir. Juste noter effectivement le côté très universaliste. On est encore dans cette période, encore qu'il y a l'affaire Dreyfus, mais on est encore loin de la Shoah évidemment. Ce côté un peu des fusions des idéaux de la République avec les tables de Moïse. Voilà, les Israélites français s'enorgueillissaient de ce que la présentation des droits de l'homme se soit fait sur cette présentation visuelle des 2 tables de la loi. Et véritablement, il y avait une sorte de synthèse chez beaucoup d'intellectuels. Théodore Reinhardt était l'un des plus fameux, entre les idéaux de la Torah et les idéaux républicains, qui a nourri justement cet attachement des Israélites français et ensuite des Juifs de France envers la République. Donc Edmond Flegg se situe pleinement là-dessus, avec des promesses, avec des phrases évidemment merveilleuses. Partout où crie une désespérance, le Juif espère. Je suis juif parce que l'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Enfin voilà, après on pourrait gloser
à l'infini. Malheureusement, on ne peut pas le faire de manière dialogique, et c'est pour ça qu'on ne va pas aller au-delà, en tout cas, de ce texte. Je voudrais ensuite faire suivre par, par le texte de Kafka. Alors, je ne sais pas, le texte de Kafka, il doit être numéroté chez vous, texte numéro 4 peut-être. Le texte de Kafka, c'est un texte absolument terrible, j'ai envie de dire, à la fois terrible et magnifique, enfin magnifique en tout cas d'acuité. Et à la lumière du texte de Kafka, on lira le texte 2 et 3, l'un qui parle de la Selbsthasse, la haine de soi, mais on comprendra mieux après avoir lu le texte de Kafka. Il est tiré, ce texte, de la lettre au père, écrite en 1919. Autre citation, il disait à sa correspondante, son amie, sa traductrice, Milena Jesenska, cette phrase que je vous dis, hein, qui n'est pas dans le texte que vous avez, mais nous connaissons tous les deux un grand nombre d'exemplaires caractéristiques de ces juifs occidentaux dont je suis. Il se définit comme un juif occidental. On va voir qu'il y a un autre texte qui parle du juif oriental. C'est assez suranné et assez intéressant, mais lui se définit comme un juif occidental dont je suis, à ce que je sais, le prototype le plus accompli, c'est Kafka qui parle, ce qui signifie, en forçant l'expression, que je n'ai aucune seconde de repos, que rien ne m'est donné, que je dois tout conquérir moi-même, non seulement le présent et le futur, mais aussi le passé. Magnifique définition de ce juif occidental aux yeux même de Kafka. Et venons-en à la lettre au père. Alors là, ça va nous rappeler des passages qu'on a vus dans d'autres cours concernant d'autres sujets, notamment Gershom Scholem, Léo Strauss, tous ces juifs allemands nés quelque part à la fin du 19e siècle et débordant sur le 20e, en général issus de familles très très assimilées, ce qui a un bon côté, donc très inséré dans la vie allemande, mais en même temps un côté, voire hypocrite, en tout cas dénoncé par toute cette génération de juifs. Il faut compter parmi eux, bien sûr, Frank Rosenzweig. C'est révolté, littéralement, cette génération de révoltés contre le judaïsme, contre le faux judaïsme de leur père, un judaïsme peu nourri, en tout cas, d'idéaux spirituels, et aussi lesté d'une certaine hypocrisie sociale. Tout cela se retrouve dans le texte de Kafka, absolument terrible. J'espère que vous l'avez devant vous, et sinon, Shema Israël, écoutons. Enfant, j'étais d'accord avec toi pour me reprocher de ne pas aller souvent à la synagogue, de ne pas jeûner, etc. Plus tard, adolescent, je ne comprenais pas que toi, avec le fantôme de judaïsme dont tu disposais, tu pusses me reprocher de ne pas faire d'efforts. J'aurais dû en faire, ne serait-ce que par piété, disais-tu, pour développer quelque chose de tout aussi fantomatique. Donc là, évidemment, il reproche à son père de rien lui avoir transmis. Tu allais au temple, donc à la choule, à la synagogue, tu allais au temple environ 4 fois par an. Tu étais, à tout le moins, plus proche des indifférents que des convaincus. Tu t'acquittais patiemment de la prière, comme on accomplit une formalité, et tu m'as bien souvent rempli de stupéfaction en me montrant dans ton livre le passage qu'on était en train de lire. Donc Kafka arrive à être surpris que son père tout de même connaisse vaguement ce dont il parle, mais ça va pas très loin quand même. Pour le reste, une fois que j'étais à l'intérieur, c'était là le principal, je pouvais me fourrer où bon me semblait. Je passais donc à bâiller et à rêvasser ces heures interminables. Je ne me suis autant ennuyé, je crois, que plus tard pendant les leçons de danse, et j'essayais de tirer le plus de plaisir possible des quelques petites diversions qui s'offraient, comme l'ouverture de l'Arche d'Alliance, et c'est là où ça va faire très mal. Donc j'essayais de tirer le plus de plaisir possible des quelques petites diversions qui s'offraient, comme l'ouverture de l'Arche d'Alliance, laquelle me rappelait toujours ces baraques de tir à la foire, où l'on voyait également une boîte s'ouvrir quand on faisait mouche, sauf que c'était toujours quelque chose d'amusant qui sortait, alors qu'ici ce n'était jamais que les mêmes vieilles poupées sans tête. On comptait la description des Sifrei Torah, on ouvre l'Arche Sainte, une espèce de baraque de tir à foire, et hop, aux surprises, ce ne sont pas ces délicieux petits clowns à nez ou à singes dansant, choses amusantes qui sortent, ce sont ces bons vieux Sefer Torah empilés les uns sur les autres, un petit peu vieillissants, qui sortent. Description absolument terrible. Telle était donc
le matériel constituant la foi qui m'a été transmise. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de mieux avec un pareil matériel que de s'en libérer au plus vite. Le couperet du jugement est absolument terrible. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de mieux avec un pareil matériel que de s'en libérer au plus vite. Et donc là, on est au cœur de la problématique, évidemment, de la transmission. Alors, elle est intéressante à plein de points de vue, en termes spirituels d'une manière générale, en termes de parents, enfin justement cette problématique de la transmission de parents à enfants, elle est intéressante aussi de manière plus historique pour cette génération de juifs allemands qui ont voulu faire quelque chose. Alors Frank Rosenzweig, lui, a reconstruit une théologie d'un point de vue spirituel, mais la plupart des engagements ont été sionistes. Les sionistes allemands, Léo Strauss en sera, Gershom Scholem en sera, et il montera en Israël, où il sera l'un des premiers professeurs de l'université hébraïque de Jérusalem, ouverte en 1926. Donc on conçoit combien Martin Buber, on l'a vu, va s'impliquer de manière très forte aussi dans le sionisme, combien le sionisme a représenté le fait de pouvoir se renourrir de quelque chose qui n'était plus la tradition, mais qui était quelque chose de juif, quelque chose qui donne un engagement, quelque chose qui donne un sens à la vie. Et c'est exactement ça le reproche de cette génération, ce judaïsme complètement désincarné, sans vie, des parents n'incarnaient aucune vie possible, c'était juste un atavisme social ou un désir de conformité, et encore sur la pointe des pieds. Ce texte de Kafka nous mène au texte numéro 2, qui est un texte de Theodor Lessing, qui va nous faire comprendre justement un autre concept. On ne peut pas parler d'identité juive, ou des questions d'identité juive, sans parler de ce phénomène qu'on entend régulièrement, qui est originé dans la culture allemande, ce qu'on appelle la jüdische Selbsthasse, la haine de soi. À savoir une certaine manière d'être juif, quelque part encore, la haine de soi juive, c'est comme si, ainsi que se traduit l'expression allemande, fait partie quelque part de l'identité juive. On va voir justement ce très beau texte de Theodor Lessing, qui est un juif né en Allemagne, il est né à Hanovre en 1872, donc la partie ouest, il n'est pas ashkénaze de ces mondes traditionnels plus à l'est. Il sera assassiné par la Gestapo à Marienbad en 1933, en République tchèque. Lui-même était, c'est intéressant, je ne sais pas trop si ça s'entend d'ailleurs dans le texte qu'on va lire, mais il était nietzschéen, adepte de Nietzsche, avec quelque part cette espèce de posture de méfiance envers les idées, les arrière-mondes. Peut-être reprochait-il même au peuple juif ou à la tradition de trop miser sur les idées au détriment d'une vitalité, d'une force de vie, alors qu'il voulait juive lui, mais donc on retrouve un petit peu un côté nietzschéen dans les propos de Lessing, de Theodor Lessing, concernant le judaïsme. En tout cas, là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il décrit un de ses amis qui s'appelle Paul Rée, un contemporain, 1849-1901, qui était écrivain et médecin, et qui était ami de Nietzsche et de Salomé, donc on est bien dans cet écosystème culturel, et il s'attache à décrire justement quelqu'un qui, pour lui, incarne la Selbsthasse, la haine de soi. Et donc c'est intéressant, c'est une autre modalité de l'être juif, d'avoir cette posture. Paul Rée, je lis le texte, était juif, mais on peut douter que Friedrich Nietzsche ne l'ait jamais su. Car Rée appartenait à cette catégorie étrange, très répandue à l'époque pressionniste, intéressant, le sionisme va nourrir justement cette génération de combats plus explicites. Rée appartenait à cette catégorie étrange, très répandue à l'époque pressionniste, de jeunes juifs qui, complètement coupés du rite et de la tradition, dissimulaient la conscience de leur appartenance juive comme s'il s'agissait d'une infirmité secrète, d'une marque de condamné aux travaux forcés ou d'une tache de lit de vin qui les défigurait. Et pourtant, ils avaient une trop haute estime d'eux-mêmes pour supporter qu'on salisse les juifs ou le judaïsme sans qu'ils se sentent concernés par l'outrage. Ce jeune chercheur de bonne famille refusait de s'exprimer sur le sujet. Il était déstabilisé dès qu'on abordait ce point sensible pour lui. Une seule fois, il rompit le silence lorsqu'il trahit ses origines à une jeune fille qu'il aimait, et le flot des lamentations qu'allait déchaîner la révélation de cette naissance douteuse fut si poignante et si incompréhensible que plus d'une génération plus tard, la jeune fille qu'il avait jugée digne de ses confidences devait avouer qu'elle s'était penchée au-dessus d'un abîme, comme plus jamais cela ne devait lui arriver. Donc,
on voit toute cette description éminemment, enfin les sentiments contradictoires effectivement de cette Selbsthasse que tente d'écrire Theodor Lessing chez son ami Paul Rée, à savoir d'abord une absence totale de transmission reçue, et ça c'est quelque chose d'antérieur à sa génération, mais une sorte de honte, effectivement, une sorte de sentiment d'infirmité secrète, nous dit, d'une marque de condamné aux travaux forcés. On retrouve la pensée de Heinrich Heine, quelques 100 ans auparavant, quand justement avait été offert aux Juifs la possibilité d'être citoyens, alors pas complètement en Allemagne, mais quand florissaient les idées des Lumières, faisant du Juif un citoyen possible, en tout cas certainement un homme, ce qui était déjà pas mal après la période médiévale, où Heinrich Heine disait « être Juif n'est pas une identité, ce n'est pas une religion, c'est un malheur, c'est une malédiction ». Donc on retrouve ce lest honteux, dont on ne sait pas quoi faire, mais qui en même temps est éminemment réactif dès qu'il s'agit de juifs autour de soi, et on imagine qu'il pouvait y s'agir assez souvent dans cette portion de la société allemande, donc quelque chose qui réagit profondément. Alors là aussi, je ne vais pas outre mesure commencer et commenter tout seul, parce que je me sens un peu seul, précisément, ces textes se partagent. En tout cas, je voulais vous faire connaître ce très beau portrait. Tous ces portraits sont l'occasion aussi de découvrir tout simplement des auteurs que je vous engage à lire, si vous connaissez évidemment déjà. On voyage dans des époques différentes, des cultures différentes et dans des problématiques différentes. Alors je vois qu'il est déjà presque 19h30, on va malheureusement pas pouvoir lire tous les textes. On va laisser tomber le texte de Jacob Wasserman qui décrit de manière très fantasmée ce qu'il appelle le juif oriental, qui à ses yeux incarne la quintessence du judaïsme authentique. Lui, le juif occidental précisément, un petit peu affadi, le juif à la Kafka, etc. Et c'est très intéressant à travers la manière dont il décrit l'authenticité juive à son ami Martin Buber, c'est tiré d'une lettre adressée à Martin Buber, comment il décrit le juif oriental comme la quintessence de la pleine vitalité du judaïsme, où s'entend beaucoup de fantasmes chez lui, mais vous pourrez découvrir ce texte chez vous. On va avancer dans les textes possibles. Alors, on va malheureusement laisser tomber le texte de Masha Kaleko, qui est un poème qui justement... alors, Masha Kaleko a un parcours très, 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 très intéressant. Elle est née en Galicie, en 1907, mais elle va fleurir en tant que poétesse, en tant que professeur d'hébreu et poétesse à Berlin dans les années 30, dans ce quartier de Schönviertel que vous connaissez peut-être, et puis à la faveur des persécutions nazies et d'un remariage, c'est une histoire un petit peu semblable à Hannah Arendt quelque part, à la faveur de son remariage, elle va émigrer aux États-Unis, où elle va beaucoup continuer à publier dans des ouvrages d'intérêt juif, mais aussi beaucoup sensible à la question sociale, à la question du racisme en général. Et ce poème, effectivement, compare, sais-tu, toi la fille du Congo au teint de bronze, moi la juive d'Europe au teint blême, mais ami, ta peau te protège de la honte de devoir cacher tes origines, de la haine des amis quand ils découvrent qu'ils se sont confiés à toi par inadvertance. Je traverse ce poème de manière un peu cursive, mais ce sont... une perception très intéressante du racisme en général, et puis d'un marquage identitaire qui, effectivement, quand on est noir, s'exprime de manière visible, quand on est juif, de manière invisible. Ici, il y a une réflexion intéressante sur le positionnement, sur le regard de l'autre, sur son propre regard intérieur, sur le regard de l'autre, etc. Je vous laisse découvrir ce poème. Le texte de Woody Allen, bon, tout le monde connaît. D'ailleurs, je le trouve pas si drôle que ça. J'aimerais finalement le changer pour les sessions suivantes. Enfin, il est drôle, hein, mais pas si drôle que ça, et en tout cas, il va rien nous apprendre d'exceptionnel. Le texte d'André Spire, il est intéressant aussi, bien sûr. Il est un peu quelque part du même tonneau que Edmond Flegg. Il appartient un peu à cette même génération. Il est issu d'une vieille famille juive lorraine. Il va devenir auditeur en droit, être au Conseil d'État, donc un intellectuel reconnu, faisant parcours au sein de l'administration et de la politique en France, très engagé dans le combat Dreyfus,
et sioniste militant. Donc quelque part un parcours très similaire à Edmond Flegg. Son texte est magnifique, mais je voudrais vraiment qu'on aborde d'autres textes tout à fait peut-être encore plus proches de nous, qui sont absolument magnifiques, et je m'en voudrais de pas les lire ensemble avec vous. Il y a le texte de Georges Perec. On lira ensuite donc qui est tiré de son livre Ellis Island, Récit d'Ellis Island, texte absolument magnifique. Je voudrais vous lire un texte aussi de Philippe Roth, alors malheureusement que je ne vous ai pas imprimé, mais un texte absolument sublime. Et puis le texte, peut-être si on a le temps, de Yair Lapid qui exprime quelque chose de l'identité israélienne. C'est pas grave, je dirais, si on le fait pas celui-là, parce que vous pourrez le lire, mais le texte de Perec et le texte de Philippe Roth sont des bijoux littéraires et réflexifs que je ne veux pas manquer avec vous, manuellement, de manière unilatérale, je m'en excuse encore, ça aurait été tellement beau de le partager ensemble. Mais là, je fais donc, alors Georges Perec, on le sait, hein, une histoire, d'ailleurs, peut-être que peu de gens connaissent, mais il est né à Paris en 1936, mais il est né de parents juifs polonais, dont le père a été fusillé, tué sur le front en juin 40. Il était engagé volontaire dans un régiment étranger. Donc avant la fin en juin 40, il est fusillé. Et sa mère va, dans un premier temps, échapper aux rafles et finalement va être déportée et assassinée à Auschwitz. Il va être élevé par sa tante paternelle et tout le monde connaît ce fameux roman La Disparition, effectivement, où il commet l'exploit d'écrire ce roman sans que figure la lettre E. Et évidemment, dans le simple jeu de mots homophonique de c'est un roman sans E, sans la lettre E, c'est un roman sans E, effectivement, ou sans temps, sans E, sans mes parents. Assassiné, soit dans les combats, ou soit à Auschwitz pour sa maman. Et ce texte d'Ellis Island est absolument... Alors c'est tiré d'un film qu'il a fait avec le cinéaste Robert Bobert, qui recueille des récits biographiques d'émigrés, pas seulement juifs, de toute provenance. Et à l'occasion de ce film, il y a ce texte absolument magnifique. Je ne sais pas combien il est numéroté, ça doit être le texte 8 de mémoire. Il dit la chose suivante: j'aurais pu naître comme des cousins proches ou lointains, à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais ou suédois, mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une seule chose m'était précisément interdite, celle de naître dans le pays de mes ancêtres, à Lubartov ou à Varsovie, et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté. Et là, paradoxe étonnant, lui issu, c'était quelque part la seule possibilité qui lui était interdite par cette condition de fils de parents assassinés et de modernité. C'est un petit peu ça la double problématique qu'il exprime. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent, mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent, je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir, quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir oublié, mais celui de n'avoir jamais pu apprendre. C'est en cela que ma démarche est différente de celle de Robert Bobert, avec qui il fait le film. Être juif, pour lui, c'est continuer à s'insérer dans une tradition, une langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora, ni le génocide systématique de la solution finale n'ont réussi à définitivement broyer. Être juif, pour lui, c'est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes. Et c'est surtout avoir le sentiment de partager ces gestes et ces rites avec d'autres au-delà des frontières et des nationalités. Partager ces choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu'elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes. Fragments d'oubli et de mémoire, gestes que l'on retrouve sans les avoir jamais vraiment appris, mots qui reviennent, souvenirs de berceuse, photographies précieusement conservées, signes d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire, sur lesquels se forge son identité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est à la fois lui et identique à l'autre. Et on perçoit, c'est un texte absolument sublime, on perçoit à travers cette évocation de l'identité de son ami, fait effectivement sur des souvenirs qui sont racines, qui font
continuité dans son histoire et qui s'exprime par des rites, par des choses transmissibles, en tout cas qui lui ont transmis, combien lui, ces choses évidemment lui manquent, et combien même c'est pire que ça, et encore c'est beaucoup plus fort que ça, et c'est le paradoxe qu'il exprime, quelque part dans toutes les idées, dans toutes les identités que la modernité propose, y compris la plasticité des identités, celle de pouvoir en évoluer, et au passage la conversion et ce genre de plasticité et de trajectoire possible, combien lui, par rapport à la manière dont il ressent son passé, c'est quelque part le seul endroit qui ne lui est pas accessible. Tout le reste lui est permis dans cette infinie diversité et possibilité de la modernité, voire de la postmodernité, et quelque part cet accès à sa propre culture est le seul endroit à la fois qui vibre en lui et qui ne lui est pas accessible. Bon, voilà, là aussi on pourrait revenir sur tellement d'expressions, tellement de choses de ce texte. J'ai pas envie de gloser tout seul dans mon coin. Je sais que vous êtes là, mais le partage me manque. En tout cas, c'est un texte absolument sublime. Vous pourrez le relire et découvrir le reste. On change d'auteur, Philippe Roth, mais on change pas, enfin on change moins cette fois-ci de culture, de contre-pied, d'humour, de style aussi quelque part dans la posture. Il y a quelque chose de très proche entre Georges Perec et Philippe Roth. Ce texte absolument sublime. Philippe Roth est né en 1933, donc on voit que finalement ils sont pratiquement de la même génération. Évidemment, le succès planétaire de Philippe Roth, c'est le complexe de Portnoy ou son complexe en 1969, qui va lui valoir la reconnaissance littéraire. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de résumer le parcours de Philippe Roth, vraiment extrêmement riche. On va se concentrer directement sur ce texte qui nous parle de la bar mitzvah, où il raconte à la fois quelque chose de sa bar mitzvah, de son enseignement d'études, et puis aussi de sa génération américaine. C'est absolument savoureux, c'est absolument sublime. C'est un texte un petit peu long, alors malheureusement je ne l'ai pas imprimé, je vous demande de l'écouter, c'est savoureux. L'endroit, alors là il commence par décrire le Talmud Torah où il allait petit. L'endroit empestait la cigarette froide, une odeur qui me ramenait quelques 45 ans en arrière, enfin, il revient sur le Talmud Torah où il a étudié, à la petite salle du Talmud Torah au-dessus de notre synagogue où je me rendais sans enthousiasme avec mes amis pour apprendre l'hébreu 1 heure en fin d'après-midi, 3 fois par semaine, au début des années 40. Le rabbin qui tenait la boutique était un gros fumeur, et pour autant que je m'en souvienne, ce premier étage de la synagogue de Newark, en dehors du fait qu'il avait exactement la même odeur, n'était pas sans ressemblance avec cet endroit minable, triste, une espèce de taudis assez désagréable. Ils me conduisirent dans une des salles de classe dont ils fermèrent la porte. J'étais seul à nouveau. Personne ne m'avait donné de coups de pied, ni de gifles, ni attaché les mains, ni entravé les pieds. Quelque chose était écrit au tableau, en hébreu. 9 mots. J'étais incapable d'en lire un seul. 40 ans après ces 3 années de cours en fin d'après-midi à l'école hébraïque, je ne savais même plus reconnaître les lettres de l'alphabet. Il y avait une table en bois assez ordinaire devant le tableau avec une chaise faite de petites lattes pour le professeur. Sur la table, il y avait un poste de télévision. Ça, nous n'avions pas en 1943. Et nous n'étions pas non plus assis sur des chaises en plastique moulé équipées de tablettes, mais sur de longs bancs de bois vissés au sol, devant des pupitres inclinés, en bois eux aussi, sur lesquels nous écrivions ce qu'il y avait à apprendre de droite à gauche. Pendant 1 heure, 3 fois par semaine, à peine sortis de 6h30 de l'école, nous restions assis dans cette salle à apprendre à écrire à l'envers, à écrire comme si le soleil s'était levé à l'ouest, que les feuilles étaient tombées des arbres au printemps, que le Canada avait été au sud et le Mexique au nord, et que nous avons mis nos chaussettes nous avons mis nos chaussures avant les chaussettes. Nous nous échappions ensuite vers le confort de notre petit monde américanisé, ordonné dans l'autre sens, où tout ce qui était plausible, reconnaissable, prévisible, raisonnable, intelligible et utile nous apparaît de gauche à droite, et dans lequel le seul endroit où nous faisions les choses à l'envers, où cela était logique et naturel, où cela faisait partie de la nature même des choses, la seule exception qui ne se discutait pas, c'était le terrain sablonneux où nous jouions au baseball. Au début des années 40, lire et écrire de droite à gauche me paraissait à peu près aussi absurde que de lancer la balle au-dessus de la tête du joueur le plus éloigné et de m'attendre à ce qu'on apporte 3 points
pour avoir couru de la 3e à la seconde, puis à la première base. Tout avait commencé quand je m'étais assis pour la première fois dans la salle de classe mal aérée de Newark, qui revient sur cette expérience différemment, qui avait servi de modèle à ce semblant de reproduction ici à Jérusalem, pendant les heures crépusculaires, où je n'arrivais plus à fixer mon attention après une journée entière passée à l'école, où j'avais toujours le cœur étrangement léger. L'école publique, où je le comprenais très bien, chaque jour de 1000 façons différentes, mon véritable avenir se construisait. Mais que pouvait-on tirer de bon de l'école hébraïque? Les professeurs étaient tous des étrangers solitaires, des réfugiés mal payés, et les élèves, les meilleurs d'entre nous comme les plus mauvais, s'ennuyaient. C'étaient des petits Américains agités, des gosses de 10, 11 ou 12 ans, mécontents d'être ainsi coincés année après année pour toute la durée de l'automne, de l'hiver et du printemps, quand ce qui se passait dans la nature sollicitait nos sens et nous invitait à partager librement les merveilles de notre Amérique. L'école hébraïque, ce n'était pas du tout l'école, mais une partie du contrat que nos parents avaient passé avec leurs parents. Et là, on revoit la réintroduction quelque part de la problématique kafkaïenne. L'école hébraïque, ce n'était pas du tout l'école, mais une partie du contrat que nos parents avaient passé avec leurs parents. Le gage qui avait servi à calmer ceux de la génération précédente, qui voulaient que les petits-enfants soient juifs de la même manière qu'eux étaient juifs, et qu'ils entretiennent les mêmes liens qu'eux avec les coutumes millénaires. Et en même temps, elle servait aussi de laisse pour retenir les jeunes pressés de rompre, qui s'étaient mis en tête d'être juifs comme personne n'avait jamais osé être juif au cours des 3000 ans de notre histoire. Des juifs qui parlaient et pensaient en anglais d'Amérique, et seulement en anglais d'Amérique, avec toute l'apostasie que cela ne manquerait pas de générer. Nos parents s'étaient fait rouler. Ils n'étaient que des intermédiaires, pris dans les mâchoires de la classique tenaille américaine, obligés de négocier avec la génération née dans le shtetl et celle qui était née à Newark, en recevant des coups des deux côtés. Il disait aux anciens « Mais c'est un nouveau monde, c'est ici que les gosses doivent faire leur chemin » et calmer les ardeurs des plus jeunes « Tu es obligé, il le faut, tu ne peux pas toujours tout refuser ». Quel compromis! Qu'est-ce qui allait pouvoir sortir de ces 300 ou 400 heures du plus mauvais enseignement qui soit, dans la plus mauvaise ambiance de travail qui soit? Eh bien, tout. Il en est tout sorti. Ces cryptogrammes dont je n'arrivais pas à déchiffrer le sens m'avaient marqué de manière indélébile 40 ans plus tôt. De ces mots indéchiffrables, j'en ai les larmes aux yeux, de ces mots indéchiffrables écrits sur ce tableau était sorti chaque mot d'anglais que j'avais écrit. Oui, tout, absolument, tout venait de là. Fin du texte. Absolument somptueux. Tous les paradoxes y sont, l'analyse sur cette génération coincée entre les anciens et les modernes, voilà, cette fausse garantie, enfin bon bref, je commande pas, tout y est absolument. Chers amis, alors non, il nous reste peut-être un petit peu, on va lire, alors là pour le coup on va changer d'ambiance totalement, et on va lire en français. Il y a le texte en hébreu, mais du coup, ça prendrait trop de temps de le lire mot à mot et de traduire. Donc, je vais simplement traduire ce texte de Yair Lapid, qui est devenu, on le sait, la personnalité politique américaine que l'on sait. Il était originellement journaliste, mais il participe complètement de la vie politique actuelle, même très très actuelle, en Israël en ce moment. Et le texte s'appelle Liot Israeli, être israélien, de Yair Lapid. Et donc, changement d'ambiance, autre posture identitaire, enfin c'est pas identitaire, mais en tout cas voilà, c'est tout un écosystème qui s'exprime à travers ce texte, magnifique lui aussi. Allumer la télévision la nuit et voir qu'au lieu de Rambo 3, on diffuse un film d'horreur local dont nous sommes tous les acteurs. Espérer qu'il n'y a personne que tu connaisses, être content qu'il n'y ait personne que tu connaisses, avoir honte d'avoir été content. Continuer de regarder l'écran, même si tu sais exactement quelle sera la prochaine image. Dire, il y a 2 semaines, j'étais exactement au même endroit, c'est incroyable. Sentir que tu y as échappé alors que tu n'es même pas passé près. Faire un tour dans une maison à 2 heures du matin. Regarder en silence les enfants qui dorment. Et penser que comme ça, sous les couvertures, ils ont soudain l'air à nouveau si petits. Être israélien, savoir que quelque chose s'est passé en fonction des chansons à la radio. Te faire la remarque que c'est justement pendant les attentats qu'il y a les chansons les plus belles. Comprendre que quand le journaliste dit « il y a des blessés », il veut dire en fait qu'il y a des morts. Et que « état désespéré » signifie « lutte pour sa vie ». Te demander ce que cela veut dire exactement « victime en état de choc ».
et comprendre tout seul après quelques secondes de réflexion. Téléphoner à la famille, même tard, et demander si ça va, juste comme ça. Aller au centre commercial comme si tu allais en Milouim. Milouim, c'est les périodes de réserve que tout citoyen israélien fait. Et aller en Milouim comme si tu allais à la guerre. Dire, si j'avais un minimum de cervelle, je partirais en Australie, mais ne pas en avoir l'intention sérieusement. Se disputer un peu plus avec celui ou celle avec qui tu vis, mais ne pas t'avouer à toi-même que c'est à cause de la tension. Être israélien, dire Tsarir les kanesba, il faut leur rentrer dedans, sans dire, sans savoir dans qui exactement. Dire Zelo yamshir lamshir kacha, ça peut pas continuer comme ça, mais craindre que c'est peut-être exactement comme ça que ça va continuer. Dire il faut leur reprendre Gaza, juste pour t'entendre le dire. Comprendre qu'il n'y a pas de solution simple, mais espérer malgré tout qu'il y en a une. Écouter des émissions radio où des gens appellent et disent des choses horribles, penser que cela montre à quel point nous avons dégringolé. Et toi aussi, avoir un peu envie d'appeler. Te souvenir que tu as déjà fait confiance à trop de dirigeants qui t'ont déçu, mais te persuader qu'il y en a encore peut-être quelqu'un. Te dire que le temps est arrivé d'écrire un testament, mais ne pas le faire. Être israélien, liot israéli, ressentir en pleine journée une fatigue inexplicable, qui commence dans les épaules et qui descend le long de la colonne vertébrale. Ne pas être religieux et se demander ce qu'il en est de Dieu, ou religieux et se demander ce qu'il en est de l'armée. Dire les accidents de la route font plus de morts, mais ne pas être sûr que ça soit encore vrai. Faire le compte, après Jérusalem et Haïfa, bien sûr, arrivera le tour de Tel Aviv. Être en colère quand on dit rusé, attentat rusé, mais parce que ce même compliment, il ne le mérite pas. Rencontrer un ami qui te demande si tu as entendu que George Harrison est mort et penser qu'il débarque de la Lune. Savoir de manière claire et paralysante que dans un jour, maximum 2, il s'avérera que tu connaissais quelqu'un qui est mort. Et sinon, quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Être israélien, dire « Moi je vais bien, le pays, lui, est dans la merde ». C'est « Shlomitov Amdina Ra ». C'est ça l'expression, une expression qu'on entend effectivement en Israël, commencer des phrases par les mots. Chutz mea matzav, mis à part la situation. Matzav, c'est un mot qui veut dire situation. Quand on parle de situation, c'est effectivement le balagan politique ou en général la guerre. Annuler des voyages parce que ce n'est pas le moment. Et puis voyager quand même parce que, merde, après tout. Se souvenir, sans savoir pourquoi, de Rabin. Découvrir que tu n'as jamais parlé de la guerre à ton fils et te jurer que tu trouveras le temps de le faire. Aller voir le dernier film israélien dont tout le monde parle parce que c'est quelque chose d'israélien, manger un peu plus que d'habitude, se lever tard, et puis courir. Remarquer que tout le monde raconte des blagues ces derniers temps, savoir que tout cela veut dire quelque chose, mais sans être sûr de savoir quoi. Être israélien, liot israéli, sentir que le pays te dépasse, échanger des phrases connues avec des gens que tu ne connais pas, écouter des phrases que tu ne connaissais pas dans la bouche de gens que tu pensais bien connaître. Entendre le Premier ministre parler de la force d'endurer et de résister, et comprendre avec retard que c'est de toi qu'il s'agit. Te consoler en te disant que cette année, au moins, il pleut. Te tenir debout à côté de la fenêtre avec un verre de thé et penser pour la première fois depuis des années à quel point il est beau de la part de Dieu de nettoyer comme cela le monde. Accepter de recevoir des chèques à paiement différé parce que cela aussi est en rapport avec la situation. Matzav, s'asseoir pendant la nuit face aux factures et décider qu'il faudra se serrer la ceinture, regarder des photos plutôt que lire le journal. Liot israéli, c'est aussi de savoir que l'on ne nous aime pas et prétendre que cela nous est égal. Liot israéli, être israélien, être quelqu'un d'un peu meilleur que ce que tu pensais être capable d'être. Magnifique texte aussi. Je vois qu'il est presque temps de lire encore, mais alors je ne sais pas si j'ai ça ou si vous avez ça. Un autre texte d'un immense poète que j'adore, évidemment Yehuda Amichai. Est-ce que je vous ai inclus ça dans les choses à lire? Zut. On va finir effectivement avec ce texte peut-être de Yehuda Amichai, mais attendez, parce que je sais pas si finalement, je vous demande juste 2 secondes dans mes feuilles nombreuses et variées.
Voilà, c'est ça. Il y a deux textes. Il y a deux textes de Yehuda Amichai, un peut-être qui est imprimé et l'autre qui ne l'est pas. Je vais reprendre le premier qui ne l'est pas parce que quelque part il est en continuité avec le texte de Yair Lapid. Il dit autre chose, évidemment c'est le langage de Yehuda Amichai. Et on textera sur un texte que j'adore, peut-être d'ailleurs qu'il n'a aucun rapport avec la problématique du sujet, mais je l'adore tellement qu'il nous dira forcément quelque chose. Le premier texte, le voici. C'est issu de poèmes de Jérusalem. C'est un recueil de poésie de 1985. Leurs visites sont des visites de condoléances. Assis à Yad Vashem, sérieux devant le mur, ils rient derrière les lourds rideaux de leur hôtel. Ils se font photographier à côté des morts célèbres, au tombeau de Rachel et sur la tombe de Herzl, et sur la colline des munitions. Ils pleurent l'héroïsme. Quel lapsus, ils pleurent l'héroïsme de nos garçons, ils guignent la fermeté de nos filles et font sécher leurs sous-vêtements à la hâte dans les bleues et fraîches salles de salle de bain. C'est un poème qu'il faudrait relire, peut-être que je vous l'enverrai, mais on voit toutes les dimensions de l'expérience israélienne, ici celle qui se relie au tombeau de Rachel, dont les Israéliens n'ont pas forcément un lien direct, mais en tout cas, voilà, c'est en Israël, c'est fait partie du patrimoine. Sur la tombe de Herzl, on est plus sérieux, devant le Kotel aussi, quand même on prie ou on ne prie pas. Et puis, voilà, cette vie israélienne nouvelle, on fait sécher ses sous-vêtements à la hâte dans les bleues et fraîches salles de bain. Bon, ça, c'est typique Yehuda Amichai, c'est une notation, on dirait presque des haïkus, des poèmes japonais israéliens, tellement la vivacité de la description est géniale. Ça se lit en hébreu, bien sûr, c'est encore plus génial peut-être, mais on voit quelque chose. En tout cas, j'espère que ça vous incite à lire Yehuda Amichai. Et puis le dernier texte, qui peut-être effectivement n'a rien à voir, mais j'y vois moi quelque chose de vraiment de l'expression messianique par excellence, cette inversion des temps, cet espoir fou au sein de l'être juif, peut-être, au sein de l'être humain sans doute, mais tellement bien dit en tout cas par ce poème. J'étais un jour assis sur les marches à l'entrée de la tour de David. Donc la tour de David, on le sait, c'est cette tour qui est d'ailleurs absolument pas de l'époque de David, à l'entrée des murailles de Jérusalem, par l'entrée principale. Il y a une espèce de minaret qui de fait date de l'époque ottomane, qu'on appelle Migdal David, la tour de David. Il y a ce musée d'ailleurs qui se visite à l'intérieur, magnifique. J'étais un jour assis sur les marches à l'entrée de la tour de David, 2 lourds paniers à mes côtés. Un groupe de touristes tout autour d'un guide, je deviens leur point de mire. Donc il est assis et au loin des touristes. Je deviens leur point de mire. Vous voyez cet homme et ses paniers, c'est le guide qui parle, un peu à droite de sa tête. Vous voyez, à droite de sa tête, une arche de l'époque romaine, juste à droite de sa tête. Mais il bouge. Les touristes certainement disent, me disant à moi-même, le salut ne viendra que si le guide leur dit, vous voyez cette arche romaine part à droite, elle est sans importance. Mais à côté d'elle, un peu à gauche, en contrebas, est assis un homme qui a acheté des fruits et des légumes pour les siens. Chers amis, nous ouvrons sur cette perspective hiérosolomitaine de Yehuda Amichai, et j'espère qu'on a pu vibrer malgré le dispositif très lourd pour le coup, pour ce cours en particulier, de partage des textes, de partage de cette littérature absolument extraordinaire, de subtilité, de beauté, de force et d'émotion. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Je vais démuter les micros et on va pouvoir partager un petit peu quand même vos commentaires. Alors, comment ça marche? J'ai oublié comment ça marchait.